Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, le meilleur podcast Euroleague, tu connais, rendez-vous toutes les semaines pour débriefer de l'actualité de l'Euroleague. Je suis avec mon gars Brad, c'est comment, ça va ? Ça va, j'ai voulu me faire attaquer par Stark, il a trouvé mon jogging, mais sinon ça va. Sinon ça va, au moins il aurait pu te trouver autre chose, mais Wow. le jogging c'est déjà bien. Waouh. Bon, t'as passé un bon week-end sur ton match, on va pas épiloguer. Bon, laisse le basket voilà. de côté là, ça y est. Nous on a gagné, plus 24, ça fait plaisir. J'étais nul, ça fait gifler, merci, au revoir. Peut-être la prénat l'année prochaine. Voilà, peut-être. Signature à Boulogne. Inch'Allah. On me dit que c'est démonétisé, on me dit qu'on va aller fouiller dans mes tweets, voir Ça va t'annuler. si j'ai fait des blagues racistes. Ça va t'empêcher de passer à la télé après. Oui. Bref, Merci madame. n'oubliez pas, pour les nouveaux, donc on fait le débrief des clubs français, le débrief de la semaine. Aujourd'hui, on a un petit débat sur un sujet qui nous tient tous à cœur, l'arbitrage. On a nos tops, on a nos flops, et on a ensuite le 5 de la semaine. Donc, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner. Voilà, mettez le pouce, parce que la dernière fois, je vous l'ai pas dit, vous mettez pas de pouce. Du coup, la vidéo, elle fait pas de vue. Chef, on fait du contenu de qualité, il y a des petites LED, il y a la tête de TJ Short. Déjà le cop Parisi là, commencez pas à me dire je l'ai volé. Je l'ai trouvé dehors, devant l'arena. Je l'ai récupéré, je suis parti avec. Parce que on m'a passé celle de Tyson Ward au match contre l'Olympiakos. J'ai dit je peux la garder, on m'a dit non. J'ai dit ok, je l'ai rendue. Donc il y a les preuves, il y a les vidéos. Commencez pas à dire j'ai volé. Maintenant elle est là, elle va rester ici. Bref, on est parti sur les clubs français. Let's go, ça part. C'est parti pour les clubs français. Et on va commencer par le meilleur des clubs français, l'Asvel. On me dit que ça c'était vrai il y a 3 semaines. Il y a 3 ans peut-être. D'ailleurs l'Asvel qui joue ce soir contre Paris. Ouais. Je devais y aller. Enfin je sais pas si j'y vais. En fait j'ai peut-être la flemme. D'accord. Ça dépend à quelle heure on finit parce qu'il faut que je promène mon chien. Très bien. Donc l'Asvel qui jouait l'Étoile Rouge à Belgrade et le Bayern à Munich. Spoiler, ils ont fait 0-2. Bah ouais, mais en même temps c'est pas les déplacements les plus faciles. Hein. Tu vas jouer à Munich et tu joues à l'Étoile Rouge en ce moment qui est pas du tout bonne à prendre. On s'attendait à ce que ce soit des déplacements difficiles, ça l'a été. L'Asvel a des bons débuts de match, hein, que ce soit face à l'Étoile Rouge ou que ce soit face au Bayern. Mais de façon globale, on voit bien qu'il y a des équipes qui sont supérieures en qualité et en quantité d'ailleurs sur ce match-là. Si je prends un petit peu par rapport à la physionomie du match de l'Étoile Rouge, ce qui s'est passé, c'est que l'Asvel a bien commencé, mais après en défense, ça a été trop compliqué, je trouve. Ils sont bien revenus. Là je suis sur le match contre l'Étoile Rouge, ils sont bien revenus, mais les turnovers les tuent trop en fait. Ils ont tellement de pertes de balles qui leur font mal, et des pertes de balles, mais des fautes professionnelles. Encore les ballons qui sont vivants, et miraculeusement ils étaient pas si loin que ça, donc je me dis ah purée, ça tombe bien. Mais il y a un autre facteur qui t'empêche de gagner un match. C'est l'adresse. Ça s'appelle l'adresse. Et dis-toi, comme tu dis, ils sont pas loin. Contre l'Étoile Rouge, ils perdent 73-66 en faisant 4-28 à 3 points. Et voilà. Donc franchement, à l'extérieur, c'est compliqué. L'Étoile Rouge, ils font 9-22, 40%. Et toi, tu tires à 14%. Tu peux rien espérer. Ouais, tu peux rien espérer. C'est très à moins de vraiment surdominer au rebond, sachant que contre l'Étoile Rouge, c'est pas facile de surdominer au rebond vu la raquette qu'ils ont. Tiens, d'ailleurs, au rebond, 46 pour l'Asvel. Putain, il y a eu beaucoup de rebonds, beaucoup de tirs ratés. 43, tu vois, ils ont gagné au rebond, mais plus 3, ça suffit pas. Et je pense que c'est ça qui les a maintenus un peu dans le match. Mais oui, c'était compliqué contre l'Étoile Rouge. Et contre le Bayern, c'était un peu mieux en termes d'adresse. Ça reste à 10-33, t'es à 30%, t'es en dessous des moyennes. Théo Malédon qui fait 1-4 face au Bayern à 3 points et qui fait 0-8 contre l'Étoile Rouge. Donc Théo Malédon qu'on adore, mais qui en ce moment est bien cadré, bien ciblé. Donc voilà, c'est une semaine compliquée pour l'Asvel qui s'éloigne un petit peu du play-in, sachant que c'est la bagarre de fou furieux là. C'est vraiment la grosse bagarre. Après, ils sont pas complètement largués. Ils sont 11-15. Ils sont à 11-15, ils sont à 3 matchs du play-in. Il reste. Il y a eu quoi, 26 journées? Il reste 8 matchs. Ouais, ça va être chaud. Remonter 3 matchs, sachant qu'en plus, t'as peut-être pas le goal average sur les équipes. Là, je pense que cette semaine, elle a fait vraiment du mal. Quand il y a des doubles journées comme ça, là,
ça peut vite te faire changer ta saison. Clairement, et preuve en est, hein, ça replace l'étoile rouge, tu vois, parce qu'on parle de l'étoile rouge et du Bayern, ça les replace. Le Bayern, ça les maintient. Les deux, ils sont à 16-10. Et tu vois, donc. Ils sont troisième égalité. C'est ce que j'allais dire, ils sont dans le bon trio de c'est pas un trio, gros. Dans le bon wagon. Non, mais dans le. Ouais. Par rapport à ceux qui sont tout là-haut, ils sont dans le bon wagon de tête, en fait. Donc voilà, parce qu'il y a une autre équipe aussi qui est dans ce wagon-là. Il y a deux autres équipes qui sont dans ce wagon-là. Donc, non, malheureusement, pour moi, la saison je vais le dire maintenant, la saison de Lasvel, elle est quand même réussie. Bien sûr. Parce que on est à la 26e journée, t'es à 11-15, t'es pas du tout dernier, tu te bagarres, t'es à égalité avec Baskonia, tu te bagarres pour aller chercher un play-in. Et puis, je sais pas, faut voir le calendrier dans les matchs sur les journées à venir, mais tu peux te rapprocher, je pense que ça va être trop court pour attraper le play-in, mais tu peux essayer de viser 12e, 11e, bon. Prochain match, tu joues Pana. Ouais, ça va être chaud. C'est pas très bon. Après, le Pana, ils sont un peu sur courant alternatif, on en parlera plus tard, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile à prendre parce que quand ils commencent à s'énerver, c'est compliqué. T'as le Pana, après t'as Maccabi. Maccabi, c'est prenable. Après, tu joues Fener, Real, Olympiakos, Kaunas. Merci, bonne fin de saison. Non, mais il enchaîne. Kaunas, c'est prenable. Non, mais Real, c'est prenable. Mais. Oui, c'est prenable. Bah, je veux dire, ils ont battu Barcelone chez eux, Lasvel, etc. C'est vrai, c'est prenable. Non, mais je veux dire, l'année dernière, on aurait vu Lasvel et tout. Voilà, il y a des matchs qui sont prenables. C'est vrai que Fener, Pana et Olympiakos, je pense que tu peux déjà les cocher. Mais si tu prends 3 victoires sur les 8 derniers matchs, après t'as Baskonia, Monaco. Pour moi, Baskonia, Kaunas, Real et Maccabi. Tu peux mettre Real entre guillemets, mais ça te fait déjà 3 victoires, donc tu dois prendre. Pour moi, Kaunas chez toi, tu dois le prendre. Baskonia, tu dois le prendre. Et Kaunas chez toi, tu dois le prendre. Kaunas chez toi, tu dois le prendre. Ah, Kaunas, je suis désolé. Kaunas, on connaît. Si tu résistes à la première mi-temps, c'est fini derrière. Tu peux gagner le match. Oui, d'accord, mais avec des si. Kaunas aujourd'hui, ils sont à 12-14. Hein. C'est pas non plus. C'est pas le Kaunas du début de saison. Je suis d'accord. Et encore, là, ils ont fait un bon match sur la. Enfin, on y reviendra parce que le niveau hockey a enfin été bon. Mais bon, je veux dire, Kaunas, c'est pas flamboyant, quoi. Lasvel m'a fait. Je dirais pas qu'ils m'ont plus fait kiffer que Kaunas cette saison parce que Kaunas m'a quand même pas mal fait kiffer sur des trucs, mais pour moi c'est kiff-kiff. C'est prenable en tout cas. Je dis pas que ils sont ultra favoris, mais c'est prenable. Okay. Le Real, on en parlera, ils sont à 13-13, mais voilà, ils perdent des matchs contre tout le monde. Ok pour Lasvel. Ouais. Voilà, ouais, bon, écoute, on va pas disséquer sur Malédon et Nando de Non, on l'a dit, Nando. Juste, j'aime l'apport que Ben Benchil commence à avoir dans cette équipe. Ouais. Il commence à trouver sa place. Il apporte de l'adresse, du rebond, de l'agressivité près du cercle et tout, donc c'est bien. Et André Robertson, franchement, a le potentiel pour être un des meilleurs joueurs d'Euroleague. Je pense la saison prochaine s'il joue dans une grosse écurie, parce que ce mec-là, il est. Tu t'enflammes. Non, tu t'enflammes. Non, en fait, pas. Non, mais quand je dis un des meilleurs joueurs, je parle pas sur l'aspect. Il va pas te mettre 25 points par match. Mais pour moi, déjà, c'est un joueur qui peut être top à l'éval en Euroleague parce qu'il te met des contres, il te fait des interceptions, il prend du rebond, il est adroit, il prend des tirs à plutôt haut pourcentage. Donc en fait, en termes d'éval, on voit, c'est l'avantage de l'éval, c'est que quand t'es un grand et que tu prends des tirs et que tu fais un peu de tout. Enfin, surtout que si t'as un bon pourcentage et que tu prends des rebonds, déjà, t'es vite haut à l'éval. On voit Mathias Le Sort, on voit Eric Jones, etc. C'est ces profils-là. Sauf que lui, en plus, c'est un fort contreur, c'est un fort intercepteur. Là, à Lasvel, c'est Lasvel, il fait quand même une bonne saison. J'ai pas les stats, mais je peux les trouver. Mais. On va regarder ça. Bah voilà. Mais je pense que l'année prochaine, il y a des équipes qui vont être très intéressées par son profil, si ce n'est pas la NBA. Mais il est exceptionnel. Moi, sur cette semaine, il me régale. Et le mec, c'est un poste 2. Il peut défendre de poste 1 à poste 5. Je ne vois pas d'autres profils comme lui en Euroleague aujourd'hui. Il joue poste 5 des fois. Hein. Mm-hmm. Non, mais il joue combien de temps parmi 24 24 minutes, il a 8,2 points, 5,9 rebonds, une passe, 10 déval. Après, je pense que ce qui va un peu le limiter, c'est que ce sera jamais un joueur qui aura trop de munitions offensivement. C'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Il remplit beaucoup de cases. Points, rebond, passe, défensivement. 6 rebonds, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Défensivement, on l'a vu ce qu'il apportait. Et c'est une de ses qualités premières. On l'a vu quand il était à OKC. Regarde les évals sur les derniers matchs. Dans ses jeunes années, il est... Hop là. 10, 8, 24, 21, 8, 5, 10, tu vois. Ouais. Autour des 15, quoi. À peu près. Tu vois, pour moi, c'est un joueur qui vraiment remplit beaucoup de cases, c'est un joueur qui peut t'apporter beaucoup, une vraie plus-value, ça peut être un bon joueur. Après, là où ça va être limité, c'est que c'est pas un joueur non plus à qui tu as donné 1000 munitions offensives. Il va pas jouer des pick and roll. Exactement, il peut avoir des jours où il va avoir de l'adresse, et en plus, il a une adresse très sérieuse en ce moment.
Mais je pense que c'est un très bon joueur de complément dans une équipe. Oui, mais je pense que c'est le meilleur joueur de complément que tu peux avoir en Euroleague. Moi, je me mouille, c'est le meilleur joueur de complément que tu peux avoir sur l'Euroleague. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, parce que j'ai pas d'exemple en tête. Mais moi, j'ai des exemples de mecs un peu qui font le sale boulot, que ce soit Juancho, que ce soit Cedi Osman, même s'il score un peu plus, que ce soit Tyson Ward. Tu préfères avoir Juancho ou André Robertson? Je préfère André Robertson. Ah, je préfère avoir Juancho. Parce que défensivement, gros, il est bien meilleur, André Robertson. Oui. Il peut t'apporter peut-être un peu moins d'adresse et de folie offensive, mais quand t'es au Pana, est-ce que t'as vraiment besoin de folie offensive à côté de l'effectif que t'as? Juancho Hernán Gómez apporte des rebonds également, il apporte de la passe, et offensivement, il t'apporte un peu plus, tu vois. Donc, en fait, pour moi, c'est un joueur qui remplit beaucoup de cases et qui peut faire du bien à beaucoup d'équipes. Tu vois, imagine, tu le mets dans une équipe comme le Partizan, tu vois. Moi, je me dis qu'il peut vraiment remplir des cases, mais de là à le voir comme un top player complément, faut pas abuser. Ah bah moi je le vois comme ça. D'ailleurs ça me fait penser, on fera une rubrique comme ça, faut le noter. Entre deux joueurs, tu vois, par exemple entre Juancho et truc, ou comme on a pu débattre cette semaine avec le COP Parisie, entre Nadjirifi et Mathieu Strazel, dites-nous en commentaire. On va pas répondre tout de suite. Non, on va pas répondre, mais vous pouvez nous dire en commentaire. S'il y a des joueurs que vous voulez comparer, ou si entre Mathieu Strazel et Nadjirifi, qui est-ce que vous préférerez avoir. Ok, pour l'Asvel, je pense que là on a fait le tour. Ouais. On passe sur Monaco. On peut passer sur Monaco. Monaco qui jouait Baskonia et qui recevait ensuite le Partizan, qui fait 1-1. Ils sont 1-1 et ils sont pas loin de faire 0-2. Hein. Ouais, parce que contre Baskonia c'était chaud. Baskonia c'était très très chaud, ils ont failli se faire épingler. Je trouve que ils ont été un peu dramatiques, notamment sur le troisième quart. C'est en deuxième mi-temps surtout. Troisième mi-temps et troisième quart notamment, je trouve qu'ils sont vraiment peur. Ils sont toujours devant, mais ils perdent des balles comme pas possible, sachant qu'à la mi-temps ils sont à plus 15 de mémoire. Donc franchement, Monaco s'est fait peur. Sur ce match-là. Après merci, ils ont un top meneur qui à la distribution, parce que il m'a régalé. Il fait, franchement, c'est exceptionnel. Je parlais pas de lui, mais ok. Moi je vais parler de lui, malheureusement, je vais parler d'un autre joueur après, mais faut aller doucement. Oh. Nicolates. Non, parce qu'il y en a un qui fait 6 passes, l'autre qui fait 7, donc à la distribution. Est-ce qu'on peut commencer par Nicolates? Vas-y, commence. Ah, c'est pas vrai. Non, mais du coup, Nicolates, moi, il m'a vraiment régalé. Je trouve que, il impose un rythme qui est assez important. Il permet ce jeu de relance avec Monaco. T'es sur Baskonia ou de manière générale? Là, je suis par rapport à Baskonia, ouais. Et après, je vais aller sur le Partizan. Et donc c'est pour ça que je suis content qu'ils aient pris ce match, mais ils m'ont pas rassuré. Après, face au Partizan, bon bah là... comment te dire que... j'ai l'impression qu'on était au Partizan. Parce que... Oui, déjà. Après, j'ai trouvé que l'ambiance, franchement, ils avaient mis des t-shirts et tout, les supporters monégasques ont essayé de répondre et tout. Bah, ce qui est quand même rare. Hein. Ce qui est très très rare, surtout à Monaco. Mais bon, c'est dur de matcher le truc des Partisans. Et contre Partisans, je sais pas ce que toi t'en as pensé, donc j'aimerais bien retourner là-dessus. Mais il y avait une équipe plutôt dessus. J'ai eu la sensation que Monaco n'a jamais réussi à passer ce cut. Tu sais, ils ont toujours été entre 6 et 7 points, 6 et 8 points. Parfois, ils ont pris plus 13, ils sont revenus, moins 13, ils sont revenus, mais ils n'ont jamais réussi à passer ce cut-là. Et je trouve qu'ils sont toujours derrière, en fait. Bah ouais, le Partizan était... Alors, moi, déjà, je vais commencer sur Baskonia. Moi, sur Baskonia, le joueur qui m'a le plus impressionné, mon MVP du match, c'est Mathieu Strazel. Je l'ai vu être en confiance, je le vois prendre des tirs en première intention, je le vois lâcher des passes. Tu vois, on voit un joueur qui dégage de la confiance. Le body language, il est vraiment sur je suis détendu, je vais chercher mes points, je crée aussi pour les autres. Sur le match du coup contre Baskonia, il fait ouais, c'est là. Il fait 12 et 6, il fait 19 dévals, et puis surtout, quand Monaco est dans le dur, et c'est pas la première fois cette saison, c'est lui qui relance l'équipe. Je sais pas si c'est sur ce match-là, ouais, contre Baskonia, il a un passage fin 3ème, il met 4 points, je crois qu'il y a égalité. Oui, c'est ça, ils reviennent, il y a égalité, Mathieu, il met 4 points, il fait une interception, il provoque une charge, une faute offensive. Ensuite, il commence le 4ème quart-temps, il met un 3 points, il fait 2 lancers, il refait une interception. Derrière, il fait une faute antisportive et il refait une passe D. Donc, il a un passage vraiment
quand Baskonia revient, où il permet à Monaco de respirer un petit peu. Après, il est un petit peu fatigué, donc c'est Calates et Mike James qui ont un peu pris le relais. Mais voilà, j'adore. Bon, pour Monaco, et surtout à l'approche des playoffs, ce serait bien que Eli Okobo et Jordan Lloyd reviennent. Vito Brown, je sais pas s'il est blessé. Hein. Ah ouais? Je sais pas s'il est blessé ou s'il est pas juste cut. Parce que depuis que Terry Tarpey a retrouvé du temps de jeu, en fait, il a pris un peu la place de Vito Brown, quoi. Tu vois Blossom Game, et puis il joue beaucoup à deux grands. On le voit jouer avec Papagiannis des fois et Jaité. Papagiannis qui a été encore bon, je trouve. Bon, sur le match contre le Partizan, c'était compliqué. Et pour revenir sur Calates, sur le match contre le Partizan, il a énormément de déchets. Il fait 6 paires de balles. Donc oui, il fait 6 passes, mais 6 paires de balles. Mike James, il fait 0,7 à 2 points, 3,6 à 3 points. Il n'y a pas de match. Ouais, il n'y a pas de match. Ouais, non, mais le Partizan, c'est costaud, mon gars. Hein. Je t'ai dit. Hein. C'est costaud, et pour moi, il n'y a pas de match parce qu'ils ont été dominés et à l'intérieur, ils se sont fait ouvrir. Et j'ai une triplette que peut-être on retrouvera. C'est toujours la même triplette, hein, de toute façon. Tariq Jones, Davis et Brown, c'est trop fort. Ah non, c'est pas toujours la même triplette. C'est pas toujours la même chose, il y a Tariq Jones aussi, mais là, Tariq Jones, Sterling Brown et Brandon Davis, c'est beaucoup trop fort, c'est trop complémentaire. Quand ils sont Sterling Brown, souvent il est plutôt en retrait parce qu'on voit souvent Tariq Jones même à les balles, etc. Brandon Davis aussi on le met souvent en avant, mais ce que Sterling Brown propose, moi je suis vraiment un grand fan, je le trouve très propre. Moi j'ai mis Sterling Brown mérite une mention au MVP. Il sera pas MVP parce que c'est trop bas et que les stats, que le début de saison était un peu dramatique. Qu'est-ce qu'il propose ? Mais j'ai regardé sur les 10 derniers matchs, il est à 17 points de moyenne. Il est à 18,5 d'éval, enfin bref, il est vraiment. Et puis l'équipe gagne, et c'est le plus régulier de l'équipe. Il est vraiment exceptionnel. Et là encore, sur le match contre Monaco, c'est lui qui va mettre les tirs qui font mal, etc. Il arrive à trouver. Alors, Tariq Jones aussi, tu l'as dit, a été bien trouvé près du cercle. Mais oui, c'est une équipe. Moi, je t'ai dit, enfin, je l'ai toujours dit pour ceux qui suivent. C'est une équipe que j'avais placée très haut dans mon power ranking. Pourquoi je m'enflamme ? Là, ils sont 8ème, 14-12. Ouais. Il reste 8 matchs. Ils sont à 2 matchs. Alors, si tu peux faire un point sur le classement, hein. En gros, t'as l'Olympiakos qui est tout seul premier. Oui. À combien ? 19-7. Le Fener qui est à 17-8. Un match en retard. Avec un match en retard pour toi. Qui vont perdre contre Paris. Pana 16-10. Donc là, t'as toutes les équipes à 16-10. À 16-10, t'as Pana, Monaco, Étoile Rouge, Bayern. Et après, donc tu sors du top 6. Après, t'as Paris qui est à 15-10 avec un match en retard. Du coup, qui peut être. Dans ce wagon-là. Et après, t'as du Partizan qui est à 14-12 avec Barcelone, Milan, et en dessous, t'as le Real 11ème à 13-13. Voilà. Moi, je te dis, je les ai mis où ? Je les ai mis 10ème. À voir. En tout cas, j'ai pas envie d'avoir le Partizan au play-in. Ah, mais ça, je te l'ai dit. Moi, je les ai mis 10ème. Dans la forme actuelle, contre, même s'ils arrivent au play-in, gros. Ah, tu veux vraiment pas les jouer, hein ? T'as pas envie de les jouer ? Un Olympiakos Partizan 1-8, là, tu vas pas te manger ça, hein ? Non, bon, je m'inquiète pas pour l'Olympiakos non plus, quand même. Non, mais par contre, s'ils sortent 7, ça peut être une autre histoire. Ça m'aide, tu diras. Après, c'est pas dit que le Fener finisse deuxième. Hein. Tu les mets. Ils sont à combien ? Ils sont à 9, 8, oui. Sachant qu'ils peuvent perdre, ils ont un match en retard, donc ils peuvent être à 17-9, même si en ce moment, bon, ce sera plutôt l'inverse. Ils sont pas loin devant le Pana, Monaco, etc. Non, mais ça va bouger encore, il y a 8 jours. Oui, ça va bouger. On sait bien. Mais voilà pour Monaco. Mais je trouve que voilà, il marque un peu le pas. Comment dire ? Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Et puis tu sens que là, ça commence à tirer sur Mike James, sur Calates, sur. Il faut vraiment qu'Eli Okobo, et c'est pour ça que je parlais surtout d'Eli Okobo et de Jordan Lloyd, parce que les rotations sur les lignes arrière. Alors on adore Mathieu Strazel, mais là tu le fais jouer 29 minutes. Ce qui est plus que les plus gros temps de jeu d'Euroleague. Hein. Après là, ça va être la trêve. C'est lancé la trêve. Pas pour Mathieu Strazel. Pour les clubs d'Euroleague. Donc. Tu vois, Calates, il joue 31, Mike James 32, 33, enfin ils jouent tous autour de 30 minutes, donc c'est compliqué. Prochain match, en fait là ça va être la trêve, on l'a pas dit, mais ça va être la trêve du coup pour les clubs d'Euroleague. Fenêtre internationale. Ouais. Donc on va se reposer. Oui, tout à fait. Non, on pourra faire un débrief des fenêtres quand même. Oui. On verra quelque chose. On fera un débat. On sera là pour vous parler, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, là tu reprends le 27 février, donc t'as quasiment 2 grosses semaines, un peu plus pour certains, donc ça va te faire du bien. Et au retour, tu joues Milan. Ouais. Donc ça tu dois prendre. C'est à Monaco ? C'est à Milan. À Milan. Ok. Tu dois prendre quand même. Tu dois prendre quand même. Et après, tu joues Paris, normalement. On fait ça. Tu joues Paris, Maccabi, Fener. Donc là, tu vois, et Kaunas. Maccabi, tu dois prendre. Et tu finis par Olympiakos et Pana. Hein. Pana et Asvel. Et Asvel. Il est pas facile le calendrier. Hein. Pas facile le calendrier.
Tu vois, et il peut y avoir des matchs pièges. Ouais. Notamment le match à Kaunas ou le match au Fener. C'est un match Match à piège. Paris. Enfin, oui, non mais tout à fait. Oui, parce que Paris, tout là, à fait. est bien, mais... Tout à fait. Donc, mais c'est pas le Paris qui faisait ces séries de 10, de toute façon on va venir sur Paris après, mais donc voilà pour Monaco. J'aime bien aussi ce qu'apporte Pet Corneli. Ouais. Franchement il le met à chaque fois, enfin sur les 2 derniers matchs il était dans le 5 et voilà il est agressif, il est là au rebond. Franchement la raquette de Monaco est vraiment pas mal, mais ça on le savait. Sachant qu'en plus il y a des rumeurs sur Daniel Theis qui a été coupé par OKC, qui apparemment a reçu des offres du Pana, 2,2 millions, parce que bon ils se sont dit on a Mathias Sosor et Urseven qui sont blessés, au cas où autant prendre Daniel Theis parce que Mitoglou ça suffit pas, hein. Et Monaco aussi qui apparemment ont Papagiannis, même Jaité, Moteyounas et Corneli, même si Corneli joue un peu plus 4, ils se disent bon vas-y on va prendre Daniel Theis en plus, quoi. Donc bon, à suivre qu'est-ce qui va se passer avec ce bon vieux Danny Dan. C'est pas pareil ça, c'est plutôt du rap ça. Ah tu connais mon gars, Olkinry, Danny Dan, on est ensemble pour les connaisseurs. C'est normal. Bref, on enchaîne sur Paris le Daily Review. Et non, évidemment, on va parler de Paris. Alors, on avait des messages à faire passer, Apparemment, les supporters de l'Olympiakos ont éteint le COP Parisis. Je répète ce que Redouane a dit. On n'a pas été bon, on n'a pas bien supporté. Moi, j'avais ma tête de Tyson Ward, donc c'était dur de taper dans les mains en même temps, mais j'ai essayé, tu vois. Bon, bref. Non, bon, alors, indépendamment des supporters, qu'est-ce que tu as pensé de la semaine de Paris, qui ont donc joué l'Olympiakos à domicile et qui sont partis à Bologne. Ils ont gagné à Bologne, ils ont perdu à domicile contre l'Olympiakos. Qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine? Est-ce que tu as été plutôt satisfait, plutôt déçu de la semaine de Paris? Je suis pas déçu, parce que on en parlait avec Redouane et il a dit quelque chose à un moment quand on était dans le COP, il dit il faut pas non plus... on nous voyait dernier d'Euroleague, parce qu'on était petits poussets, et il faut pas prendre pour acquis tout ce qu'on a là, et je suis tout à fait d'accord avec ça en fait. Tu vois, aujourd'hui Paris ils sont 7ème à 15-10, plutôt dans le wagon du... tu vois, ceux qui sont devant ils sont à 16-10, donc ils ont un match en retard en plus. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je suis pas déçu de la semaine, tu joues l'Olympiakos et tu joues le Bologne. On a dit Bologne il fallait le prendre. Ils l'ont fait. Ils ont montré des belles choses malgré le fait que ce soit derrière, mais je reviendrai dessus. Et face à l'Olympiakos, c'est un plus. Tu joues l'ogre de l'Euroleague cette année. On n'oublie pas qu'ils sont premiers. On n'oublie pas qu'ils ont pas un joueur qui s'appelle Keenan Evans. Vous connaissez peut-être pas beaucoup, mais croyez-moi que quand il va... ils ont pas Keenan Evans, ils ont pas Thomas Walkup, ils ont pas Moses Wright, ils ont pas Vildoza, ils ont pas mal d'absents, hein. Ils ont même dû faire jouer Nazmi trop long, donc... C'est ça, mais dis-toi, tu vois... Au moins le commentateur a pu dire son blaze. Pour une fois. Pour une fois il était sur le terrain, fallait dire son blaze. Mais tu vois, c'est Il a encore dit Derek Lewis, hein. Ah ouais? Ah ouais frère. Chef, Jérémy, je sais pas si tu regardes les vidéos, parce que je sais que tu as commenté un post que j'ai mis sur Insta. Franchement, en plus, tu vois, quand je vois dans le COP parisien et tout, ils adorent les commentaires, ils disent ouais, lui il est bon et tout. Ah ouais, il est bon. Ouais, il est bon. Mais chef, Derek Lewis, ça y est, on est à la 26e journée, faut comprendre que c'est Derek Willis. Nazmi trop long, il joue pas à l'EFS, tout ça. Tu vois, c'est des petits trucs, tu vois. Mais non, moi, en plus, il est passionné, c'est bien et tout, tu vois. Non, mais ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Mais quand t'écoutes et que c'est pas le bon nom, oui, ça fout un peu la haine. Tu le remarques, mais voilà. je te jure que ces commentaires, moi ça me fait plaisir quand je regarde, je suis content, le match il passe trop bien. Parce que des fois tu regardes des matchs là, tu vois, il parle d'un joueur, après il parle d'un autre, puis après... Ah non, mais quand il y a un commentateur, je sais plus c'est quoi. Si, je sais c'est quoi son blaze, mais je vais pas donner son blaze. Mais du coup, gros, tu commentes, Carrie l'action, par exemple, si TJ Shorts il garde la balle pendant 15 secondes en attendant un pic en plaçant, il va dire TJ Shorts. Carrie, c'est ça le commentaire. Chef, ouais, il attend un pic, il place. Bon, bref, ça on le dit à chaque fois. C'est ça. Bref, Paris, donc t'étais pas déçu? Je suis pas déçu, ils ont joué l'Olympiakos. Et on a vu une équipe qui est première contre une équipe qui est aujourd'hui 7ème. Début du match, ils se font détruire par un joueur. Shavzhenkov, j'en parle pas beaucoup parce que j'en ai marre d'en parler toutes les semaines. Bonjour, non? Bonjour. Il est trop fort. Et en plus, mais au-delà d'il est trop fort, le voir en vrai, c'est d'autant plus impressionnant. C'est un mec qui fait, je disais à Odan, moi j'ai raté, moi. Il fait 2m6. Sa faculté de prise de décision, elle est ultra rapide, en plus d'être grand, en plus de dégainer archi vite. Il a mis 17 points dans le premier quart-temps face à Paris. Sur ces 17 points, il en met 14. Il faut voir les actions, des choses très simples.
peu de dribble, du tir, boum, filoche, t'es loin, il tire, tac, démarrage, post-up, il se retourne, 2 points. Ça va tellement vite, il provoque des fautes qui ne sont pas forcément, parce que des fois il aime bien aller les chercher. Mine de rien, il les a, et après il est plutôt efficace au lancer franc, pardon. Donc non, l'Olympiakos sur ce match-là est meilleur. Paris a fait un run pour revenir, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard parce que j'ai un petit flop apparemment. Ça c'est une bonne idée de flop, on peut en débattre. J'ai un petit flop à donner à ce moment-là, mais Paris s'est incliné face à une meilleure équipe, tout simplement, une équipe qui vise le haut, qui vise un Final Four. Paris en tant que poussée de l'Euroleague a tenté des choses, on n'oublie pas qu'ils les ont battus à l'aller, donc ça fait un partout sur la saison, et voilà. Ouais, écoute, moi je suis d'accord avec toi sur le match contre l'Olympiakos. En fait, le premier quart-temps, il les a tués. Parce qu'ils sont direct à moins 15, moins 17 dans le premier quart avec, comme tu l'as dit, Vezenkov. Alors moi, j'étais en train d'arriver en retard et de faire en sorte. Quand je suis arrivé, j'ai vu 8 remorqueuses devant l'aréna en train de soulever tous les scooters. J'ai dit bon, je vais aller me garer un peu plus loin. Du coup, j'ai raté encore un peu plus de matchs. Mais voilà, après, quand j'ai vu en deuxième mi-temps, en fait, moi, le truc qui m'a le plus choqué, c'est la rapidité du tir de Sacha Vezenkov. Et c'est encore une fois, je le compare avec Klay Thompson, c'est la préparation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il reçoit la balle, ses appuis sont placés, il est équilibré, les épaules sont face au cercle, et en fait après ça part tellement vite que c'est automatique, et si tu montes pas, même il va te faire une petite feinte, il va chercher la faute, etc. Donc c'est très très dur à défendre. Maintenant Paris, je trouve dans le contenu fait un bon match, le score est trompeur, parce que c'est très serré jusqu'au 4e quart-temps. Il y a plusieurs actions qui font un peu basculer le match. J'ai trouvé encore une fois que TJ Short a été bon. J'ai trouvé que Nadir Effi a été bon malgré quelques actions qui ont pu faire du mal à son équipe. Tu parleras du flop après, je pense que de toute façon je vois très bien de quoi tu veux parler, on en a déjà parlé. Mais Paris n'a pas du tout été ridicule. Paris est revenu toujours est revenu parfois à 4, à 5, alors qu'ils étaient à moins 17, etc. Ils ne sont jamais fait larguer, même quand l'Olympiakos repassait à plus 20, à la mi-temps, ils revenaient, ils étaient à moins 8, un truc comme ça. Mais encore une fois, tu tires à 9,37 à 3 points, 24%. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Aujourd'hui, les seules équipes qui peuvent se tirer, tu vois, je me souviens en début de saison, le Bayern était ultra dominant au rebond, ou c'était l'année dernière, je sais plus. Je crois que c'était l'année dernière, ils étaient hyper dominants au rebond au début de saison. Et du coup, tu peux te permettre de passer au travers dans l'adresse parce que tu as plus de possession, parce que tu vas te défendre fort, etc. Mais là, tu domines pas. C'est la même chose que ce qu'on disait pour l'Asvel, c'est que là, avec cette adresse et sans être dominant au rebond, on sait que Paris, c'est pas du tout leur force, le secteur intérieur. D'ailleurs, petite parenthèse, ils ont signé un nouvel intérieur et ça a été annoncé lors de la Shooters League de Mr V, à laquelle je n'ai évidemment pas été convié car je suis finito depuis que je fais des podcasts sur l'Euroleague. Alors moi, je le connais pas, mais apparemment, Samet m'a dit que c'était un bon profil, donc à voir. On va voir ce que ça va donner. Je suis par contre là où je te rejoins pas. Je pense que tu peux gagner des matchs. Si des fois t'as pas d'adresse, t'as moins d'adresse, tu peux gagner des matchs. C'est juste qu'il faut être. Il faut plus de possession. C'est exactement ça ce que j'allais dire. Il faut avoir plus la balle tout simplement. Et aujourd'hui face à l'Olympiakos, tu vois, parce qu'ils tirent à 9,37 à 3 points, mais ils sont à 61% à 2 points. Mais il y a un problème. Et j'ai envie d'en parler. L'Olympiakos ils sont à 20 sur 30 à 2 points. Et l'Olympiakos gagne la bataille du rebond 37 à 34. Oui, mais attends, c'est pas ça l'autre stat qu'il faut donner. Attends, parce que je veux voir les pertes de balles. Vas-y. Bon, les pertes de balles, c'est pareil. Hein. Ouais. Du coup. Olympiakos, lancé franc, 17-24. Ah oui, ils ont tiré un tas de lancers. Paris, 4 sur 7. Ouais. Et ça va être dans les flops, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, ça m'aide, on en discutait, disait oui, des fois Paris est avantagé par les coups de sifflet, etc. Faut arrêter d'être bourré. Parce que justement ils sont pas avantagés au contraire face aux coups de sifflet. Franchement, il y a eu des coups de sifflet comme tout le temps mais j'ai pas trouvé que c'était j'ai pas trouvé que c'était genre one-sided, genre en mode c'était vraiment que pour l'Olympiakos, tu vois. Mais c'est juste que il y a plusieurs fois où tu vois TJ Short est tellement rapide, il passe. Le joueur l'attrape le contact. Sur Nadir aussi. Et sur Nadir, on le voyait, c'était devant nous. Nigel Williams-Goss, il mettait toujours les mains. Evan, il mettait toujours les mains. Et ouais, il n'y avait pas de faute. Et derrière, en plus, il continue à jouer. Il rate le panier parce que il est déséquilibré. Derrière, tu fais sanctionner en face. Ouais. Forcément. Non, c'est des petits trucs. Et surtout dans des moments, c'est pas quand il y a moins 20. Oui, quand il y a des moments où tu reviens, t'es à moins 4. 7, etc. Oui, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Donc ça, tu vois. Et ça les a tués. Après, si on va sur le match face à Bologne, ils ont très bien commencé. Puis après, ils ont eu un espèce de
de trous où je dis mais qu'est-ce qui leur arrive vraiment ils étaient en difficulté, tandis que Shengelia était en train de leur faire une partition. C'est trop ce qu'il leur a fait. Et pour le coup, sans aucune fausse note, il était beaucoup trop fort. Il leur a fait une musique, mais j'ai trouvé que Paris a apporté des ressources, a su montrer des ressources. Ils ont été plus agressifs, ils ont eu plus de transitions, et la Bologne était beaucoup plus en difficulté. Et j'ai aimé ça en fait, et on a vu encore une fois le leader qui est TJ Short sur cette fin de match, mais au-delà de TJ Short, je veux décerner du crédit à Mikkel Antunen parce qu'il a fait vraiment du bien. Ouais, il a mis des gros tirs. Ça faisait un moment qu'il va mieux, on le dit. Pas contre l'Olympiakos, mais l'Olympiakos il se trouve, il fait... Ça peut arriver, mais je trouve que voilà, là ça va beaucoup mieux. Et je trouve que l'apport de Bandiassi aussi, il est très très important. Il joue pas énormément, mais il a mis des gros tirs, il a super bien défendu. Il met un gros tir à la fin. Ouais, donc non, franchement, ça m'a fait plaisir. Par contre, j'ai eu un peu une crainte, tu sais, quand je te dis, c'est pas si on l'avait par Bellinelli ou par Daniel Laquette. Je vois Bellinelli commence à mettre des tirs, je dirais, c'est bon, ça commence. Mais non, je suis content de cette victoire et ça fait un partout quand même. Toi, tu m'as pensé quoi face à ce match-là moi, face à Bologne, en fait, c'est exactement. Je sais pas si pour ceux qui regardent toutes les émissions, vous vous souvenez, mais après le début de saison, j'avais dit si Paris est dans les Money Time, il faut que TJ Short se mette en mode MVP, se mette en mode je vais prendre les tirs et c'est moi qui vais créer, je vais jouer pour moi et c'est mon moment. Et je pense que TJ Short est un des. Il est là, hein. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs, on l'a déjà dit, de 1 contre 1. Et c'est un joueur qui a une capacité de lecture exceptionnelle, une capacité de finition exceptionnelle. Et du coup, Paris était dans le match. Paris est resté dans le match, notamment grâce à Nadir Hiffi, notamment grâce à Antunen, Bandiassi, etc. Mais Nadir Hiffi fait un très beau match. Pour moi, un de ses meilleurs matchs de la saison, sur ce match contre Bologne. Et donc là, c'était serré. Et TJ a pris les choses en main à la fin. Il fait tomber Shengelia. Bon, déjà, il a fait tomber Papa Nicolas, mais bon, apparemment, le terrain glissait, soi-disant. Contre TJ Short, je donne le bénéfice du doute à TJ Short, tu vois. Et contre Toko, il n'y a pas de terrain glissé. Il lui a mis un sale cross, petite passe D comme j'ai fait à Jade ce week-end, mais pour Bandiassi. Et t'as vu ma story? Regardez ma story. Hein, parce que le Cap Parisis, là, il y a des mecs, ils aiment bien me tailler quand je fais des airballs au flotteur, mais par contre, pendant une semaine, ça en parle. Par contre, quand. De toute façon, depuis que je les ai lavés au tournoi, ils disent plus rien. Bref. Je continue sur les shorts là, on m'intéresse pas tes histoires de flotteurs. C'est qu'en plus, j'ai dit à mon coach, ouais, demain, t'inquiète, je fais un match avec TJ Shorts. Bon, on dirait que j'ai pas fait 33 dévals. Hein. Mais non, TJ Shorts, c'est exceptionnel. Et surtout, défensivement, dans la fin de match, il fait des grosses interceptions, il coupe les lignes de passe, il vient faire le filou par derrière et tout. Bravo à Paris, moi c'est la semaine que j'attendais. Je m'attendais pas à ce qu'ils tapent l'Olympiakos. S'ils avaient pris l'Olympiakos, ça aurait été un bonus. Mais l'Olympiakos en ce moment, c'est imprenable. C'est imprenable et je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. On a parlé de Vezenkov, mais il y a un autre mec aussi dans cette équipe qui est un peu relou. Hein, bon, voilà. Je vais en parler plus tard. Voilà. Écoute, on a dit ce qu'on avait à dire sur les clubs français ? Oui. Très bien. Écoute, on passe sur le Daily Review. C'est parti pour le Daily Review. Le Daily Review, donc là on va faire un petit peu le tour des autres équipes, enfin pas de toutes les autres équipes. On va commencer par le Pana. Le Pana qui fait 2-0, qui s'en sort face au Fener de justesse et qui bat. C'est qui bat sur le deuxième match ? Putain, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Pana FS. Écoute, contre le Fener, franchement cette semaine on a mangé Gucci. Franchement cette semaine on a bien mangé. Il y a eu des matchs sympas. Le Real Olympiakos, on en parlera. Fener Pana, c'était sympa. Il y a eu d'autres matchs aussi qui étaient sympas. Mais ces deux-là, c'était vraiment pas mal. Écoute, c'était deux grosses équipes qui s'affrontaient. Le Fener, je prends un peu d'avance, même si on en parlera un peu après, qui joue vraiment très très bien. Eric McCollum, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais fait beaucoup de bien à cette équipe. La balle tourne, Nigel Davis a de l'adresse, même Bonzi Colson commence à retrouver des couleurs. Kemberch a perdu du temps de jeu au profit de Nicolo Melli, mais qui est tellement polyvalent défensivement et qui t'apporte aussi du jeu en transition et qui offensivement est beaucoup plus fort. C'est une équipe qui tourne bien, qui est en pleine forme. J'aurais préféré que Paris les joue quand ils devaient les jouer à la base que maintenant, parce que là, ils sont vraiment pas bons à prendre. De l'autre côté, niveau Pana, t'avais Slukas qui était on fire, t'avais Hernan Gomez qui était on fire,
Kendrick Nunn qui fait un 4e quart-temps de fou furieux, et le 4e quart-temps de ce match-là, franchement, si vous avez 5 minutes, 10 minutes, allez regarder le 4e quart-temps de ce match-là. Parce que c'est ce que... J'ai pas envie de dire ce que l'Euroleague peut proposer de mieux, parce qu'en vrai, collectivement et tactiquement, c'était pas exceptionnel, mais dans la performance, dans les shoots qui ont été mis, à droite à gauche, ça s'envoyait des gros shoots. McCollum, Ace Davis, Nunn, Lucas, Juancho, c'est n'importe quoi. Et sur ce match-là, on en avait parlé un peu en off, Juancho fait un run à un moment, on se dit « Ah bah, il va peut-être être MVP de ce match ». Bon, derrière, il y a un autre mec qui fait du mal, mais... Il a un passage vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Enfin, qu'est-ce que t'as pensé? Je sais ce que t'en as pensé, mais... Oh, mais moi, j'ai 2 mots. T'as pris du plaisir? Moi, j'ai pris du plaisir. Sur le Pana, j'ai juste 2 mots à dire. Kendrick Nunn. Point. Je veux pas dire plus. Kendrick Nunn. Je veux pas dire plus. Parce que... Autant son premier match, il est moins bon... Là, tu parles sur la semaine? Oui, sur la semaine. Sur le match, il est moins un bon, peu moins bon. mais sur le match. Mais sur le 4e quart-temps, il est monstrueux. Mais c'est ça. Et sur le début de match, il a 5 passes en 5 minutes. Il régale Wenyen Gabriel, etc. Exactement. Donc il est assez polyvalent. Donc il est moins bon offensivement, notamment sur la capacité à mettre des tirs, mais tu l'as dit, il a fait des passes. Donc c'est pour ça que je dis Kendrick Nunn. Sur le match, moi j'ai mis Kostas Lucas en... Ça s'entend. Après, en fait, quand j'ai vu les stats, j'ai vu que Lucas il avait fait un super match en termes de stats. En fait, il a été complet. Ouais, c'est ça. Mais moi, quand je vois la fin de match de Kendrick Nunn, je me suis fait avoir. C'est ce que je te disais. Ce que je disais, c'est que Kendrick Nunn a été fort, mais il a été complet, il a été global. Donc c'est vrai que Lucas, il fait 23 points, 5 rebonds, 3 passes, avec des excellents pourcentages, là où Kendrick Nunn met que 17 points. Et sur le deuxième match. En fait, je sais pas quoi te dire. Sur le deuxième match, quand il a pris feu, mais lui, c'est une torche, ce mec. Quand il s'allume là, c'est fini. Hein. Mais Kendrick Nunn, vraiment. 36 points. 36 points, il avait 37 déballes. C'est pas la meilleure déballe encore de la saison, mais il a battu son record, je crois. Non, alors. C'est 37. C'était 38. À un moment, il était au-dessus, mais après, il a raté un tir, donc ça a refait des d'accord. Okay. Je crois que son record, c'était 38 déballes contre Milan, quand il avait mis aussi 39 points. Non, c'est pas le record au point. Il a fait 39, c'est vrai. Il a fait 38 je crois et c'était 39 déballes ou l'inverse, mais en tout cas c'est ni le record à l'éval ni le record au point, mais ça reste un bon match. Ça reste un bon match, ça reste une bonne semaine. Je pense qu'on en reparlera peut-être peut-être qu'on en ressortira à un autre moment. Mais il a pris feu vraiment et c'est un plaisir à voir. Non, le Pana, de toute façon, ils se sont relancés. Et Cedi Osman commence à apporter aussi. Sur le deuxième match contre les Fesses, il fait 20 points, il fait son meilleur match, 20 points, 21 dévals, avec des bons pourcentages, tu le vois être agressif, tu le vois chercher de la transition, être adroit à 3 points, faire toutes les petites choses défensivement. Jarian Grant aussi, tu le vois faire des styles, aller mettre des tomards et tout. Non, bah après, avec tous les absents, bon, Lorenzo Brown par contre... Tu m'as dit que c'était pour les playoffs qu'il jouait. C'est vrai, mais quand même, il peut... Soit joue pas, soit t'as vu, là, wesh, il rentre, il envoie un airball. Wesh, il était vraiment... Et d'ailleurs, il joue 4 minutes, hein, mais... Tu m'as dit que c'est les playoffs, donc on attend. Ouais, j'attends de voir les playoffs. Après, on voit bien qu'ils ont une vraie difficulté au niveau de la défense, à l'intérieur notamment. On voit que l'absence de Mathias Le Sort et de Yurtseven leur fait du mal, vraiment. Donc il fait des rotations ou autres, mais c'est là où il y a un point faible. Ça va leur faire du bien quand ils vont revenir, bien entendu, et notamment Yurtseven, je pense qu'il reviendra avant Mathias. Bah oui, il devrait pas tarder. Après, je pense qu'après les fenêtres, il sera là. Hein. Donc ça va leur faire grand... Sauf s'ils ont Daniel Theis d'ici là, mais... On verra bien, mais ça va leur faire grand bien en tout cas. Mais le Pana qui est 3ème ex-aequo avec les autres, comme on l'a dit, 16-10. C'est une équipe qui cruise pour l'instant. Des fois, ils jouent comme des sénateurs, ils nous énervent, mais quand Kendrick Nunn joue comme ça... Mais franchement, tu vois, je me dis, à la fin, là, tu vas arriver à la J34, et il y a des équipes qui vont se mordre. Et peut-être que le Pana va se mordre les doigts, parce que... Pourquoi parce que là, ils ont un bon goal average, ils ont plus 105 parce qu'ils ont mis des tarifs. Déjà, Monaco est à plus 104. Après, derrière, ça a un goal average beaucoup plus bas. T'as Partizan aussi qui a un très bon goal average à plus 101, mais qui sont à 2 matchs derrière. Mais je veux dire, tu perds. Tu fais un match où tu te trouves un peu, où tu fais justement les sénateurs. Tu te retrouves à égalité de classement, mais t'as pas le meilleur goal average. Et au lieu de jouer, je dis n'importe quoi, au lieu d'être dans le top 4 et de jouer une équipe plus faible, tu te retrouves 5ème ou 6ème et tu vas te taper l'Olympiakos ou le Fener en pleine forme. L'Olympiakos, non, parce que je pense qu'ils vont terminer premier. Mais tu taperas le... Pour moi... Ouais, mais attends, tu dis ils vont terminer premier. Mais le Pana n'est pas exclu qu'ils se retrouvent au play-in. Parce que Paris est à 15-10 et ils sont dans le play-in pour l'instant. Et ils ont un match en retard. Pour moi, le Pana n'ira pas au play-in. Je pense pas non plus, parce qu'ils ont quand même pas mal d'avance sur le goal average. Mais
Tu sais pas, c'est quoi tu peux me sortir le... Attends, je vais te sortir le calendrier. Je l'ai justement. Tu l'as le calendrier? Bien sûr. Vas-y, oh, t'es bon là. Prochain match, il joue l'Asvel. Ok. Déjà. Bon. Par contre, après, c'est hardcore. Après, il joue le Real, Ouais. Olympiakos, Ouais. et après, ça se calme. Berlin, Maccabi, Paris, Monaco, Étoile Rouge. Les 3 derniers, ils sont corsés, hein. Les 3 derniers. Pour la course au classement, les 3 derniers. Non, la fin, ça va être un poulet, mon gars. Oui, c'est un corset, mais moi je te dis que je pense que le Pana ne sortira pas du play-in. Je pense qu'ils seront dans le top 6. Et il faut voir l'inverse aussi. T'as envie de jouer le Pana avec ce Kendrick Nunn là? Regarde comment il joue en l'absence de Yurt Seven. Non mais je suis d'accord. En fait, le seul truc, tu vois, qui est dommage sur le format Final Four, c'est qu'en fait que tu finisses 4 ou 1, ça change rien. Parce qu'en fait, oui, tu vas jouer une équipe peut-être un peu plus forte en play-off, mais t'as pas d'avantage du terrain entre le 4ème et le premier, parce qu'une fois que t'as passé ton premier tour de play-off, c'est fini, c'est Final Four, quoi. C'est terrain neutre à Abu Dhabi. Donc c'est super. Donc c'est pour ça que je te dis que pour moi, s'ils sortent pas du play-in, du top 6, t'as pas envie de jouer le Pana, hein. Ah non, t'as pas envie de jouer le Pana. Non mais bien sûr, on n'a pas envie de jouer le Pana. Mais ce que je veux dire, j'ai pris l'exemple du Pana parce qu'on a dit que souvent ils jouaient comme des sénateurs. Mais ça peut être le cas de Monaco aussi. Non, mais non, tu vois. Non, non mais je dis pas qu'ils ont le droit, ce que je veux dire, je dis que ça peut être le cas dans le sens où Monaco peut se mordre les doigts d'avoir fait les sénateurs sur certains matchs, s'ils se retrouvent à jouer, à sortir du play-in parce parce qu'à la fin, on l'a dit, ils vont jouer des grosses équipes et donc ça va être chaud. C'est pour ça que je dis ça. Si le Bayern fait un gros run sur la fin de saison ou l'Étoile Rouge, mais tu sais pas, ils sont bien, ils sont à 16-10. Et qu'ils jouent le Maccabi chez eux, ils en mettent 40 et ils remontent un gros goal average. Et que tu retrouves Bayern 4ème et que derrière. C'était mon père aussi, voilà quoi. Ça va, je sais pas, hein. Ça va ton père, mec? Oui, ça va très bien. Au bout d'un moment, voilà. J'entends ce que tu veux dire, mais pour moi, le Pana. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement serré et que ça va être. On va se pougner jusqu'à la fin, quoi. Voilà, moi, surtout jeune. C'est si jamais l'Olympiakos est 2ème et que le Pana tombe en 7ème place, c'est là où il peut y avoir Heja. Sinon. Le Pana, il tape tout le monde. Des mecs, hein, l'Olympiakos, ils font un peu tourner. C'est ça. Tu vois, tu perds des matchs. Parce que le Fener est pas loin, hein. Si Fener bat Paris, ils font un match. Premier, etc. Exactement. Et après, le Pana, il tombe 7ème. Là, il y a. Sinon, non, t'es fou. Donc, regarde comment il joue. Il en manque sur Seven et Mathias le sort. J'aimerais bien une série de playoffs Olympiakos-Pana. Hein. Très bien. On peut parler justement de l'Olympiakos. On a parlé un petit. Ah, mais on n'a pas parlé de l'Olympiakos Real. Donc comme ça après on pourra partir sur le Real. Olympiakos Real, l'autre match poulet de cette semaine. Il y a peut-être un mec dont on va peut-être enfin pouvoir parler. Non, vraiment Facu Campazzo là, franchement, quel match. Non, vraiment Facu Campazzo, je l'ai pas mis dans le... Hein? Quoi? Ah non mais j'ai mis n'importe quoi. Oui, c'est vraiment, oui. Mais... Attends. Olympiakos, ils ont joué qui cette semaine? Ils ont joué Paris, et après ils ont tapé... Le Barça. Non, c'est pas le Real, autant pour moi. Oui, donc c'est pas du tout Facu Campazzo. Donc, parce que je vois... Non, le match était exceptionnel entre Kevin Punter et Tabac aussi, attends, on en a parlé. Oui, non, ok. Non, mais parce que voilà, j'avais un bug. Pardon, excusez-moi pour ce petit interlude. Du coup, Barça Olympiakos. Oui. Barça, un très bon match. Oui. Franchement, le match était très serré. Oui. Dario Brizuela, toujours exceptionnel. Shime Zemetou, toujours exceptionnel. On vous l'a dit, ce mec-là est trop fort. Non, dis pas juste toujours exceptionnel. Il est trop fort. Faut prendre une minute. Mais je l'ai dit toutes les semaines, gros. Non, mais faut prendre une minute. Non, quel joueur magnifique. D'accord, il a pas d'adresse à 3 points sur ce match. C'est vrai, mais il a tout en magasin. Il faisait des trucs comme ça il et a tout. tout en magasin, du post, du fadeaway, du qualité face, athlétique, du drive. Il a tout. Il sort ces outils-là et il délivre. Franchement, c'était une sens. J'étais devant mon écran, j'étais... Il a eu un passage à un moment. Non, il était trop... franchement, c'était trop. C'était le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Je me suis grave enflammé. Non, je me tout. Waouh. Puis après, je me suis rappelé... Après, il y a un autre joueur qui m'a rappelé qu'il était aussi dans l'équipe. Il a dit quand même, il faut mettre du respect sur mon nom. Je vais te laisser en parler parce que toi, tu l'as. Dans la même équipe, tu veux dire? Kevin Punter. Il fait un énorme match. Hein. Là, il est mieux sur ses derniers matchs. Il prend toujours des tirs de terroristes, hein, mais il met dedans. Et surtout, aussi, il est beaucoup plus créateur. Je vais te trouver les stats. Alors attends, contre je crois qu'il y a un match où il fait 7 passes. C'est une très bonne semaine, ce monsieur. Donc Barcelone Olympiakos. Tu vois, il fait 31 dévals contre l'Olympiakos. Il fait 20 points, 4 sur 7 à 2 points, 1 sur 3 à 3 points, 9 sur 9 au lancer, 7 passes.
Donc c'est assez rare de le voir aussi haut à la passe. Et contre... Maccabi, il joue 24 minutes, pardon, il fait 28 points, 6 sur 11 à 3 points, 2 sur 4 voilà. 5 à 2 points. Il fait une passe, il fait 23 dévols. Et tu vois, contre Baskonia, il était un peu moins bien. Et contre Lasvel, la semaine d'avant, il fait 6 passes aussi, 25 dévals, 19 points. Et contre l'Efes, encore avant, il fait 16 dévals avec 5 passes. Donc il est en train de remonter sur la passe. Et c'est bien, tu vois, c'est un joueur qui prend des tirs extrêmement difficiles et qui est en perte d'adresse un peu sur la saison. Même si, statistiquement... Après, avec le Maccabi, il fait 6-11. Statistiquement, il a des excellents pourcentages. Mais je sais pas, j'ai l'impression. Après, c'est le début de saison. Il a été tellement fort. Mais. T'es trop dur avec lui. Non, arrête, gros, toi aussi t'es dur, arrête de faire carré. Non, il a eu un mauvais passage et on l'a dit, il fallait le dire. Ouais, 4 dévals, 6 dévals, 1 déval. Oui. C'est indigne de son truc. Il a eu un mauvais passage et il fallait le dire et on l'a pointé comme il le fallait. Là, il va beaucoup mieux et il fait une semaine de haut niveau, de haut standing. Ils font 1-1, mais il fait une semaine de haut standing. Oui, très bien, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Moi, ils ont perdu face à Olympiakos parce que j'avoue, chez Mezemetou, il faut le dire, il a été trop fort. Kevin Punter, il a été trop fort. Sauf que l'Olympiakos, en ce moment, c'est imprenable. En ce moment, il délivre. On a parlé de Sacha Vezenkov, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Il a fait 30 et 30 dévals, je crois. Ouais, c'est ça. Exactement. Paris 30, on dirait, mais Paris, c'est pas. Barça 30, merci, au revoir, faut rentrer chez vous. Et même quand Olympiakos, on se dit, ils vont peut-être perdre, comme ils ont une autre arme dans cette équipe qui s'appelle Evan Fournier, qui fait encore une bonne semaine. Evan Fournier, il a tué Paris. Il y a un autre mec aussi qui fait une très bonne semaine. Hein. Mais c'est un autre mec que je vais mettre dans mes tops, je vais pas trop en parler, mais, okay. mais oui, je suis d'accord. Et non, franchement, Evan Fournier, il va mettre un buzz. Rassure-moi, tu parles bien de Nigel Williams. Bien sûr, okay. Parce que moi j'ai des trucs à dire sur lui. Mais non, mais on va en parler. Oui, mais donc je le garde pour après. Oui, parce que si c'était pas lui, si tu me parlais de Barzokas, j'allais dire. Il est dans mes tops, là je le dis direct. Mais en fait, voilà, Evan Fournier qui met un buzzer, qui permet à Olympiakos de gagner. Et franchement, on a eu un très très bon match. T'en penses quoi de ce tir au buzzer là? Bah, que la défense est mauvaise. Ouais, je trouve qu'il s'en sort bien parce que j'ai un peu l'impression qu'il sent pas tout, il perd un peu la balle, il part. Tu vois, le drive il est un peu hors de contrôle, j'ai l'impression. Et après, il voit que ça s'est ouvert. C'est vrai que la défense n'était pas excellente, mais en même temps, j'ai l'impression que le move était un peu. Je vais pas dire chanceux, pas la finition, mais comment il passe son joueur. Tu sais, c'est un peu brouillon quoi. C'est pas fluide, mais tu sais quoi, je me suis dit aussi une chose, en fait, on s'attend tous à ce qu'ils tirent, je pense. Oui. Qu'ils prennent un tir extérieur, tir à 2 points ou un tir à 3 points sur du jump shot. Et finalement, tu vois, je crois que le défenseur il est un peu mordu à la fin. Je crois que c'est Hernan Gomez non, qui est dessus. Je sais plus du tout. J'ai plus en tête le défenseur. Et je pense que c'est ça qui lui permet d'après. Ça m'étonnerait qu'Hernan Gomez soit sur le terrain sur la fin de match. Hein. Bah, je sais plus, c'est qui drive. Je sais pas. Qui défend sur Evan Fournier en plus. Attends, tu vas me dire ça. Et du coup, il fait son double pas. Non, c'est Punter. C'est Punter qui se fait voir. Mais il n'y a pas un switch. Ou peut-être de Jabari Parker. C'est Jabari Parker. Et là, tu vois, pour moi, là, il a un peu perdu la balle. Et là, tu vois, en fait, Jabari Parker, il a ouvert. En fait, c'est fluide, en fait, tu vois, finalement. Ouais, non, parce que tu vois, là, il tape la balle quand même. Et en fait, au moment où il tape la balle, là, il tape la balle. Et là, il est en surpression, au lieu de reculer, et là, boum, il repart. Et bien joué, Milutinov. Il est dans ce move, il a fait le bon écran et après il peut pas. On peut dire un petit offensive, t'inquiète. On me dit que franchement, Evan Fournier, si c'était Wenyen Gabriel, il y aurait eu offensive. Ou Leon Kratzer, offensive, c'est sûr. Si c'était Momo hier, il y aurait eu offensive. Ouais, c'est sûr. Donc non, bonne semaine d'Olympiakos, ils ont gagné 2 matchs encore une fois. Ils déroulent, on l'a dit, on le répète. Bravo. Evan Fournier, je sais pas il met combien sur le match contre le Barça. Il fait 18 points, 9 dévals. 9 dévals. C'est pas exceptionnel, mais. Pas exceptionnel, mais voilà, ça fait une victoire de plus. Ouais, ça va. L'Olympiakos pour le calendrier prochainement, je sais pas, je l'ai pas en tête, je vais te dire ça tout de suite, mon petit pote. Je suis pas ton petit pote, mon gars. D'accord. Il joue Bologne, une victoire facile, et après il joue Partizan, Pana, Étoile Rouge. Ok, les prochaines semaines, on va regarder parce que c'est très très intéressant. Partizan, c'est pas bon à prendre, c'est où? C'est chez eux. En fait, ils jouent 3 matchs à domicile. Ils vont les taper, gros. Je me souviens la dernière fois quand Partizan ils ont fait la run, ils sont partis jouer au Pana, mon gars. Ils se sont fait accueillir bien. Je vois pas un. J'adore le Partizan. Après, ils ont dû le marquer ce match-là sur leur calendrier, mais je vois pas un monde où ils tapent l'Olympiakos à la tête. Et après, Olympiakos Pana. Ouais. Sachant qu'ils ont gagné le match aller, alors pas en Ligue domestique, mais en Euroleague, ils ont battu le Pana sur le match aller, donc le Pana aura à cœur de se reprendre. Étoile rouge, non là c'est chaud là. Là on va bien manger là. On va bien manger. Et donc voilà, donc l'Olympiakos, faut regarder, merci à vous. Voilà, très bien.
On était sur le Barça. C'est bon, on en a parlé. Ouais, voilà, parce qu'on va pas parler du match contre le Maccabi. Non, Très bien. Ils ont pris une tôle, Maccabi, plus 30, merci. Tu veux parler du Fener peut-être? Let's go. Samet, c'est pour toi. C'est l'heure. J'espère que tu vas mettre la story dans les studios de Drills. Merci à Drills, putain, c'est vrai qu'on s'est pas habillé en Drills aujourd'hui. Non. Fuck Nike, fuck la NBA. Et allez sur Drills, drills.fr, drills.fr je crois. Bref, on mettra le lien en description. Donc le Fener qui joue le Real, grosse équipe du Real de Madrid, qui a récupéré des juniors. Ils ont joué le Pana, ils ont perdu, on en a déjà parlé tout à l'heure. Non, ils ont joué le Pana. On parle de qui là? On parle du Real. Mais non, tu m'as dit. On parle du Fener. Et ils ont joué le Pana, le Fener. Il y a eu Pana Fener. Oui, ils ont perdu. Oui. Bon, d'ailleurs, on n'a pas fini ce match-là. Parce qu'on a parlé du Pana, on a dit oui, Kendrick Nunn et tout. Bon, le match se termine quand même sur une faute. Qui existe. Ouais. Qui existe. Elle est dure à siffler quand même. Hein. Qui existe. Quand tu vois le Gortat screen de Milutinov sur les dernières actions d'Evan Fournier. Qui existe. La pour faute, moi, elle n'existe pas. Non, mais c'est. Il y a plus 1 à ce moment-là ou il y a égalité? Égalité. Il met qu'un seul lancé, Kendrick Nunn? Ok. Donc tu vois, pour moi, il faut laisser aller en prolongation. Franchement, il se laisse tomber. Genre, oui, il y a contact, oui, il y a faute, mais j'ai été déçu que le match se termine comme ça. Ouais, donc, faute un peu stupide de Nigel S. Davis, qui, à côté de ça, faisait un super match, notamment dans le 4e quart-temps, on l'avait dit, qui mettait des gros tirs, qui fait encore 20 points, 23 déballes. Le Fener, l'équipe tourne très bien, la balle bouge très bien. Eric McCollum, on a dit, on en parlera plus tard. Biberovic qui apporte. Guduric qui est un peu moins fort que les semaines précédentes, moins omnipotent, mais bon aussi. Arthur Zagars qui donne des bonnes minutes, sans être exceptionnel, sans être à la hauteur du potentiel qu'il pourra atteindre. Arthur Zagars ou Nadir Effi? Nadir Effi, matin, c'est vrai. Désolé Arthur. Et voilà, en fait, c'est vrai que le Fener, on a déjà pas mal parlé. Ouais. Moi, le seul truc que je voudrais dire sur le Fener, c'est j'espère que Wade Baldwin va pas revenir en fait. Mais non, faut pas dire ça. Bah si. Mais non. Bah pourquoi mais non? Mais non. Bah après ça dépend. Si joue contre une équipe que tu supportes, oui, tu peux espérer que Wade Baldwin revienne. Mais cette saison, la greffe Wade Baldwin a été catastrophique. Et là, le Fener est sur un run exceptionnel. Tu vas remettre Wade Baldwin là-dedans à l'approche des playoffs. Tu tues la saison. J'attends de voir. Toi, t'as envie de revoir Wade Baldwin au Fener? Oui, j'ai envie de revoir Wade Baldwin au Fener. Tu vas regarder Wade Baldwin au Fener, tu vas le revoir dribbler pendant 25 secondes, tu vas dire c'est quoi ce jeu? Qu'est-ce qu'il fait Sargonas Jasikevičius? Et c'est exactement ce qu'on disait il y a un mois. Donc me dis pas t'as envie de voir jouer Wade Baldwin. Je veux le voir. Ou alors juste tu veux le voir jouer contre Paris. Comme ça Paris gagne tranquille genre. Je veux le revoir jouer au basket. Merci. Oui, mais pas au Fener. Pas cette saison, ou alors faut qu'il trouve un truc. Parce que là, même Devon Hall et tout, il apporte. Non, franchement, l'équipe est bien équilibrée. Chacun trouve son rôle et tout, c'est bien comme ça. Tu rajoutes un mec aussi omnipotent que Wade Baldwin. Et on l'a vu, de toute façon, c'est pas que maintenant. On l'a vu depuis le début de saison, ça ne marche pas. Avec Nigel Davis, ça ne marche pas. Donc, c'est un super joueur. Hein. Je remets pas en question sa qualité de joueur. On l'adore, Wade Baldwin, l'année dernière. Tu le vois où, toi? Bah, tu vois, on parlait des joueurs comme TJ Shorts et Malédon qui partaient au Barça. On disait qu'au Barça, il serait bien d'avoir un mec qui tient la balle et qui peut créer pour les autres. Bah si, moi, Wade Baldwin, je le vois bien au Barça. Il y a Kevin Punter et Chimezeme tout. Et alors, on disait que Chimezeme tout, il restera pas au Barça. Bah, il va repartir en NBA, gros. Et on disait que TJ Shorts et Malédon, on les voyait pas aller au Real parce qu'il y avait Campazzo, que c'était des joueurs qui avaient beaucoup besoin d'avoir la balle en main, etc. Que le Barça c'était parfait parce que justement ils avaient pas de fort meneur et que ça allait, soit les mecs allaient coller les Kevin Punter, les Abrines, etc., les Brizuela, et que du coup ils allaient avoir des espaces de fou, soit ça va venir aider et ils vont pouvoir kicker. Wade Baldwin rentre parfaitement dans ce moule-là, pour moi. Je veux pas le voir là-bas. Tu veux le voir où toi? Au Maccabi? Qu'est-ce qu'il y a à faire au Maccabi Tel Aviv? Je veux le voir au Partizan. Mais non, pourquoi au Partizan? Carl Jones qui allait s'asseoir, ça. Vas-y, arrête, gros. Mais Carl Jones, cette saison, il est bien meilleur que Wade Baldwin. On a fait le top 5 meneurs. T'as mis Wade Baldwin? Non. Bah voilà, logique, tu l'as mis dans les mentions? T'as mis Carl Jones? Oui. Oui, bah moi. Toi, t'as mis Nigu. Mais tu l'as mis dans les mentions, Carl Jones. Non, gros. Non, en vrai, non, pour moi, il colle pas du tout à l'ADN du Partizan. Déjà, il défend pas Wade Baldwin. Non, en vrai, je veux le voir à les fesses. Bon, vas-y, toi, avec une paire. Chez Narkin. Mais vas-y, chez Narkin il est fini gros, on l'adore mais ça y est, il s'est repété là, il est mort. Allah yarhamou chez Narkin. Oh. Bref, c'est bon pour le Fener, on a fait le tour du coup du Fener. Oui. Mais face au Real on en a pas parlé? Ah si, on peut en parler face au Real du coup.
Bah, le Real est nul, voilà. Non, mais le Real n'est pas bon. Le Real est pas bon. Franchement, tu l'as dit, t'as parlé de McCollum, j'aime beaucoup l'apport qu'il donne. Oui, mais là, du coup, on switch sur le Real alors, parce que là, Oui. tout ce qu'on a dit sur le Fener Oui. s'applique aussi face au match Real. Bien sûr, mais c'est Ok. pour ça que je fais la transition. Ok, très bien. Du coup, face T'es bon. au Real, McCollum, il a un vrai apport, et de l'autre côté, le Real est dramatique. Le Real est dramatique, ils ont, je sais pas, je trouve. En fait, c'est pas Et dramatique. le Real, il y a un joueur à 10 points. C'est Facundo Campazzo, il est à 11 points. Sinon, il n'y a pas un joueur à 10 points. Je les trouve brouillons. Après, dans la défense du Real, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y avait ni Ezonia ni Zan Moussa. Ezonia a été blessé. Il est Suspendu, ok. Donc, je pense Ok. en fait, c'était soit tu le faisais jouer là, il était suspendu contre le Barça parce qu'ils ont le Classico, Ok. soit il jouait pas là et il pouvait jouer le Barça. Donc c'est pour ça. Zanouza, je sais pas du tout, mais je sais que la fois dernière il s'était un peu fait mal à la cheville, donc je sais pas s'il est blessé ou pas, j'ai pas été vérifier l'information. J'ai adoré le match de Denis Smith Junior. Franchement, je trouve qu'il a des avec Bah, il a fait un meilleur premier carton que contre le premier match, je sais plus c'est contre qui, où là il était vraiment nul à chier. C'est vrai, je suis un peu dur. Mais bon, je pense. Non, mais moi je le vois pas comment il va créer. Il peut pas tirer. C'est un joueur qui a besoin énormément. On l'a vu, les paniers qu'il a mis, c'est pique. Je mets mon défenseur dans le dos, je le garde dans le dos, je vais finir près du cercle. Ouais, mais t'as Campazzo dans l'équipe, qu'est-ce que tu vas foutre d'un joueur comme ça? Je ne sais pas. Et surtout qu'Andrés Félix est très très bon depuis plusieurs semaines, donc je vois vraiment pas l'intérêt. Bon, écoute, On verra bien. il a fait du bien. En plus, à un moment, il cale un in and out sur un pic là. Je crois que c'est sur. Je sais plus sur qui. Il fait in and out main gauche. Il part fort sur la ligne de fond. Il met le layup. Je me dis mais va écraser ça. On était hypé de te voir pour que tu finisses des gros tomards là. Tu nous fais des trucs de baltringue. Bref. Oui bah écoute, le Real est nul. Hein. Le Real est nul. Je pense ça le 27 février. Ouais bah ce sera le duel des nuls. Mais aujourd'hui le Real n'est même pas en play-in. Oui. On est à 8 journées de la fin. Mais qu'est-ce que je t'ai dit au début de saison? Tu m'as dit mais non. Tu m'as dit le Real ils sont trop forts. Tu vois, c'est ça ton problème. Début de saison, je t'ai dit, ils ont perdu beaucoup de joueurs et ça va leur faire beaucoup de mal. Quand tu perds Chacho, quand tu perds Vincent, quand tu perds Gershon, chef, au bout d'un moment. Rudy Fernandez. Au bout d'un moment, t'as plus la même. Fabien Causeur, t'as trop perdu. T'as perdu des top joueurs, des cadres. Gershon, ça te fait vraiment mal. Vincent, ça te fait vraiment mal. Chacho, ça te fait vraiment mal. Rudy, un peu moins. Après, dans le vestiaire, je sais pas l'importance qu'il avait, mais je pense qu'il en avait beaucoup, etc. Fabien Causeur, ça te fait vraiment mal parce que tu le faisais pas jouer, mais dès que tu le fais jouer, il est toujours bon. Il défendait, etc. Les meilleurs joueurs adverses et tout. Donc, forcément, t'es à la place que tu mérites. Et en plus, t'as gardé celui que tu devais pas garder, Tchuss Matteo. Donc, au bout d'un moment, voilà. Prochain match pour le Real, pour clôturer là-dessus, ils jouent le Barça le 27 février. Et après, ils enchaînent le Pana, Bologne et Lasvel. Spoiler, ils font un 4. Je t'annonce. Ils font un 4. Bah écoute, ils prennent qui du coup? Ils prennent Bologne? Ils prennent Lasvel. Ouais, écoute, on verra. Ils prennent Lasvel. Je pense pas qu'ils feront 1-4 quand même, mais. Ils battent le Pana. Hein? Ils battent le Pana. Non, ils battent pas le Ils Pana. battent le Barça. Après, tu sais, C'est vrai. gros en Euroleague, Je te le jure, c'est nimp. non, je Un sais. jour, ils vont te sortir un match, tu vois, archi serré, ça va se taper. Ezonia, il va être en feu. Je te jure. Campazzo, il va dominer Tavares aussi, sachant que le Pana, il y a personne dans la raquette. Donc, tenir Tavares et Bruno Fernando, va falloir s'y mettre. Bon, qui va tenir Kendrick Nunn? Je sais pas si c'est Alberto Albalde. Mais voilà, le Real, on l'a dit, il y a un effectif quand même qui est, même s'ils ont perdu des joueurs, certes, t'as un effectif qui te permet normalement de jouer le top 6, si ce n'est le top 4, avec des joueurs qui sont top 5 dans leur poste, que ce soit Ezonia, Campazzo ou Tavares, on les a tous mis dans le top 5. Donc au bout d'un moment, ça doit cliquer, mais ça clique pas parce que Tchuss Matteo. Il y a eu un petit sursaut à un moment, on les a vus revenir, reprendre un peu une bonne dynamique, mais là, quand bien même ils ont une bonne dynamique, je les vois même pas passer un tour de play-off. Aujourd'hui, il n'y a aucune équipe en phase 2, surtout que là, tu as signé Dennis Smith Jr. et franchement, de ce que je vois dans le jeu, je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais ce que je vois dans le jeu, il va pas pouvoir s'intégrer si vite dans le. Tu vois, c'est un peu un profil à la Lonnie Walker, sauf qu'il met pas de tir. Donc c'est encore plus difficile. Et même si c'est plus un meneur, hein. Mais du coup, tu le vois, il saute, il fait des passes, tu sais. C'est le jeu NBA, tu vois. Ouais, comme certaines personnes. Mais. T'inquiète mec. Et donc voilà, je les vois pas, même l'étoile rouge, même si, tu vois, je suis dur, hein, mais même s'ils jouent le Bayern, aujourd'hui le Bayern sur la saison est beaucoup plus convaincant
que le Real. Après le Bayern, il manque en ce moment Devin Booker, Shabazz Napier et tout, faut voir comment ils arrivent, tu vois. Mais on va pouvoir parler du Bayern. Parlons du Bayern. Le Bayern fait 2-0 sur cette semaine. Avec ils ont joué 2 matchs à domicile ou un match à domicile. 2 je crois. Bah, on sait que le Bayern à domicile c'est très compliqué à prendre. Donc ils battent l'Asvel. Oui. Et ils battent Milan. Écoute, sachant que Carson Edwards a été un peu en deçà de ce qu'on a l'habitude de voir, mais il y a un poteau que tu as mis dans ton top 5 sur le poste de meneur qui est plutôt bon. Je sais pas s'il est bon sur les 2 matchs. Il est bon sur les 2 matchs. Il est bon, oui, il fait 7 passes contre Milan, 6 points, 7 passes. Il est bon sur les 2 matchs. 4 rebonds, 10 déval, plus 21 de plus-minus, mais surtout je crois que c'est contre l'Asvel. Il est bon sur les 2 matchs, tu peux dire son nom, Nicolas Lorbab. Il fait 15 déval, voilà. 7 passes, 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, il est bon, et surtout un qui a raté une grosse partie de la saison et qui est très bon sur cette semaine, c'est Vladimir Lucic. Qui met 10 points, 15 déval, 8, donc 10 points, 8 rebonds, je vais y arriver, contre l'Asvel. Et qui met 16 points, 3 rebonds, 2 passes, 21 déval, avec des excellents pourcentages face à Milan. Donc ça apporte une... voilà, il a un peu pris la place de Devin Booker pendant sa blessure sur le poste 4, sachant que c'est un poste 3 aussi. Voilà, c'est une option en plus. Devin Booker, j'espère qu'il n'y en a pas pour trop longtemps, sachant qu'on n'en a pas parlé pour le Barça, mais le Barça est à Yann Vezeli out pendant au moins 4 à 6 semaines, donc ça va être compliqué avec Yousfal. Mais donc voilà, Carson Edwards qui n'a pas été fou, mais l'équipe continue à bien jouer au basket. Andres Host, toujours magnifique, il fait que 9 points, on va dire que 9 points contre Milan, et il fait 15 points à 5 sur 13 contre l'Asvel. Franchement, je sais pas quel âge il a ce mec, mais au rythme, si il reste avec Gordon Herbert comme ça et qu'il continue, c'est un 96, donc il a 29 ans. 30 ans, il va avoir 30. Il a 29. Ouais, il a peut-être 28. Oui, il va avoir 29. Franchement, à ce rythme-là, ce qu'il est en train de faire sur cette saison, je pense qu'il peut battre des records. Je sais pas quel est le record de tir à 3 points sur une saison en Euroleague. C'est une bonne question. Mais là, il est à 77 sur 172, 44% à 3 points avec des tirs d'enfoirés. Mais je vais regarder, vas-y. Je suis d'accord avec toi, et pour parler un peu du Bayern, moi, il y a un joueur que j'ai beaucoup aimé cette semaine, c'est Danko Brankovic. Je trouve qu'il a eu un très bon apport, que ce soit face à l'Asvel ou face à Milan, avec lui et comment ça s'appelle, Jonas Votman. Franchement, ils ont eu un vrai apport sur le terrain. Tu l'as dit, en l'absence de Devin Booker, et franchement ça fait du bien. Le Bayern continue à bien jouer, et c'est là où on voit que l'effectif il est plutôt bien construit. C'est là où on voit qu'il y a un vrai coaching. C'est parce que même quand ta star n'est pas là, même quand une de tes stars n'est pas là, tu continues à pas dominer parce que c'est pas le mot, mais en tout cas tu continues à bien jouer, à avoir une académie de jeu, à pouvoir installer quelque chose, et t'es pas là à prendre de moins 30, tu vois. Pour faire le parallèle, ça me fait penser en ce moment aux Lakers, qui, tu vois, LeBron n'a pas joué hier, Steven Reeves a mis 45 ampes, facile 45-7-7, et il gagne. L'année dernière, je pense pas qu'ils auraient fait ça avec Darwin Jambon, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc non, franchement, le Bayern fait une bonne semaine. Là, le Bayern, ils sont aujourd'hui, ils sont 6ème, donc dans le wagon des 16-10. Ils sont à 6-4 sur les 10 derniers matchs. Donc c'est jamais bon à prendre. On le sait, à domicile, ils sont jamais bons à prendre. Pour donner un peu le calendrier du Bayern, je vais regarder ça tout de suite. Mon petit pote, c'était pas mon pote. Prochain match, ils jouent Paris. Ouais. Voilà, donc ça va être un gros match. Ça avait déjà été un gros match au match aller. Je crois qu'il y avait une victoire du Bayern de 1 point ou 2. TJ Short rate le tir pour gagner le match, si je dis pas de bêtises. Oui, le flotteur un peu court. Exactement. C'était allé à 102, 101, 102. 104 ou 102, un truc comme ça, je ne me souviens plus du score. Je vais te le donner tout de suite, comme ça ça va être réglé. 109-107, voilà. Ouais. J'ai réglé. Et après avoir joué Paris, le Bayern joue l'Étoile Rouge, les Fesses, Baskonia, Barça, Partizan, tu vois, et il termine avec Maccabi et Fener. Donc ils n'ont pas un calendrier facile pour rester dans le top 6 et pour rester dans la course au play-off, mais je pense qu'ils sont capables de le faire. Donc à voir ce qu'ils proposent. Très bien. Tu veux finir sur l'Étoile Rouge ? Pas dans cette catégorie-là. Ok, on a fini pour le Daily Review du coup. On passe sur le débat ? Vas-y. Très bien. On passe sur le débat du jour. Quelles règles tu pourrais changer pour améliorer l'Euroleague ? C'est parti pour le débat.
Au basket, on regarde souvent les matchs et on se dit mais cette règle, elle n'a pas de sens. Et franchement, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on s'est posé la question, quelles règles on pourrait changer pour que le basket soit un sport plus sensé et surtout que les règles soient appliquées de manière plus juste et plus cohérente. Alors là, c'est surtout le basket, mais le basket en Euroleague. Oui, on parle d'Euroleague, parce qu'évidemment, les règles NBA sont différentes, et même les règles Euroleague sur certaines choses sont différentes de... Par exemple, il y a les entre-deux, il n'y a pas l'alternance comme en FIBA, etc. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des arbitres qui regardent la vidéo, mais moi j'ai une question, et on s'est posé la question face à l'Olympiakos. Depuis quand les antisportifs ne donnent pas la possession ? Il y a eu la situation face à l'Olympiakos où Nadir Ifi subit une faute antisportive sur un départ en dribble de Nigel Williams-Goss qui met le coude, involontaire, etc., qui met le coude, ok, c'est sifflé antisportif, il tire de lancer, derrière il rend la possession à l'Olympiakos. Donc je pense que ça c'est une règle qui est spécifique à l'Euroleague. Écoute, je sais pas si c'est la règle qui est différente, je vais pas dire que je vais la changer, si c'est la règle est comme ça, ok. C'est quoi ta règle ou tes règles que tu voudrais changer ? J'ai commencé déjà par l'arbitrage vidéo. Ouais. Je regardais un article, hier ou avant-hier, je sais plus, qui disait qu'en 9 ans, on a pris plus de 11 minutes sur un match, sur le déroulé d'un match. Donc avant c'était 1h46 un match, maintenant là sur les statistiques qu'on a aujourd'hui, on est sur 1h57, soit 11 minutes. Et ça c'est accentué avec l'arrivée de l'arbitrage vidéo. Et moi je suis d'accord, parce qu'avant d'avoir lu l'article, j'ai mon expérience de fan, on va dire, de personnes qui regardent les matchs, et des fois c'est long, et il y a de la review pendant 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes pour revoir. On était au match cette semaine, Paris-Olympiakos, on a vu l'action. L'arbitre il l'a regardé une fois, il a changé. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Chef, tu vois ce qui se passe. Et c'est ça, on a vu 2 fois, c'est bon, t'as vu ce qui se passait, ok, le bras est parti là, c'est ça. Tu siffles, t'as pas besoin de regarder, de zoomer. Encore pour une sortie, que tu veuilles savoir qui a touché la balle, ça peut prendre du temps. Mais quand c'est sur des fautes comme ça, tu vois si tape le bras ou si. Une fois, 2 fois, c'est bon, tu passes à autre chose. Et je me disais, soit 2 choses, soit le temps de review, tu dois mettre un timer. Un timer, exactement. Soit tu fais un replay center. Exactement, soit tu fais un replay center, soit tu fais un timer. Le timer, j'aimais bien parce que je me dis comme ça, t'as 30 secondes pour regarder et après tu donnes ta décision. Parce que sinon, ça veut dire que maintenant, les arbitres ne prennent plus de décision presque. Ou des fois, il y a une décision et on sait pas trop si on peut se positionner ou pas. Et ça me dérange. Ou sinon, il y a une autre chose, c'est que tu permets la review qu'en dessous des 2 minutes. C'était déjà le cas. Mais après, ils ont rajouté les challenges. C'est ça. Après, ils ont rajouté, en plus, je trouve qu'il y a trop de challenges en fait. En fait, t'as un challenge en première mi-temps et un challenge en deuxième mi-temps. Oui, mais par équipe. Par équipe. Donc ça fait 4. Oui. Plus après, quand les arbitres sont pas sûrs et qu'ils veulent revoir la valeur d'un tir à 3 points, etc. Plus les coupures, etc. Et tout, donc, je parle juste des reviews, indépendamment des temps morts. Donc tu vois, moi je pense que tu dois mettre ça en dessous des 2 minutes, l'arbitre peut aller regarder, sinon si c'est au-dessus, il peut pas regarder. Pourquoi aller en dessous des 2 minutes ? Parce que sur les fins de carton et sur les fins de match, ça te permet d'aller vérifier. Au-dessus, tu regardes pas, c'est l'arbitre qui doit donner sa décision, qui doit prendre des décisions. Alors oui, il fera des erreurs certainement, mais ça va pas te coûter le match, tu vois ce que je veux te dire ? Donc à mon sens, c'est une des règles que j'aurais changé, parce que là c'est trop long parfois, c'est inutile. Alors moi j'ai 2 règles. La première, mais j'en ai déjà parlé, c'est les lancers francs sur... mais arrêtez de m'appeler, messieurs. C'est les lancers francs sur les tirs du milieu de terrain. Genre les joueurs qui se jettent ou derrière la planche, ou je suis en train de faire une passe et finalement au dernier moment je vais faire seulement tirer. Chef, on a tous joué au basket, on sait quand tu es en train de tirer, on sait que quand il reste 17 secondes sur la possession, t'as aucun intérêt à tirer du milieu du terrain. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, si tu veux empêcher ça, il faut que tu puisses empêcher les fautes tactiques entre guillemets, parce que c'est ce truc-là est une réponse en fait aux fautes tactiques pour couper la contre-attaque. Il y a un moment dans le basket, quand tu faisais ça, c'était siffler les fautes antisportives. Et nous, si on le fait à notre niveau, comme ils le font en Euroleague, c'est-à-dire je regarde même pas la balle, j'attrape le mec et je lève la main, on prend antisportif direct. Donc mettez les antisportives. Soit vous faites des fautes tactiques, mais vous essayez un minimum de jouer la balle, parce que là, des fois, il y a des trucs, c'est vraiment abusé. Et en plus, c'est pas cohérent. Des fois, ils sifflent antisportive, des fois, ils sifflent faute normale, tu vois. Et souvent, ils vont faire les reviews pour dire l'inverse de ce qui est juste. Donc ça, c'est mon premier truc, j'en ai déjà parlé. Et la deuxième règle, c'est les fautes antisportives quand les bras ont des mouvements naturels.
Il y a eu 2 situations cette semaine. Tu vois, encore 3 même. Il y a celle j'ai dit, de Nigel Williams-Goss sur Nadir Hiffi. Il part en démarrage, il met un coup de coude. Bon, on sait que quand on drive, surtout quand tu commences à jouer à un bon niveau, t'as l'habitude de passer le bras parce que les défenseurs ils défendent un peu avec les bras, etc. C'est normal. Tu mets le coude en attaque dans la tête du mec, bon, soit. Dans le même match, il y a Nadir Hiffi qui prend un tir. Enfin non, même pas qu'il veut prendre un tir. Il est au milieu de 2 joueurs. Il y a Papanicolaou qui est juste devant lui. Finalement, il lâche la balle à Banjassi sur le côté. Papanicolaou est presque dans son cylindre. Il est sous lui. Et juste derrière, il y a un autre mec, je sais plus qui était venu aider. Il redescend. Et en redescendant, bah forcément, il va pas redescendre comme ça. Donc ses bras tombent. Le bras tape la tête de Papanicolaou. Mais tu peux pas mettre une... Donc ils vont à la vidéo et mettre faute antisportive. Mais ça, je n'arrive pas à le comprendre. Il y a eu une autre situation pareille avec Wenyen Gabriel, je sais pas si tu l'as vu, où il vient chercher, il met une claquette sur un drive de je sais plus qui, de Kendrick Nunn je crois, il met une claquette, et en redescendant, son bras redescend, et derrière il y a, je sais plus qui est-ce qui se le prend dans la tête, et pareil. Ah non, pas pareil. Là, cette fois-ci, d'ailleurs, c'est ça que j'ai pas compris, c'est que là, ils n'ont pas sifflé antisportive. Ils sont allés revoir, et ils ont dit non, c'est un mouvement naturel, il n'y a rien, on joue. Mais chef, tu vois, soit déjà je trouve que la règle est stupide, genre à partir du moment où... Enfin, je trouve que le deuxième coup de sifflet pour Wenyen Gabriel, du coup, c'est pertinent. Il a pas fait exprès, il a fait retomber son bras, c'était pas un geste volontaire qui mérite une antisportive. Mais dans ce cas-là, tu peux pas siffler ça à Nadir Hiffi. Alors, est-ce que c'est parce que c'est face à l'Olympiakos ? Est-ce que c'est parce que c'est Paris ? Est-ce que c'est le manque de cohérence entre les matchs ? Mais voilà, ça, c'est mes 2 règles. Franchement, ça faciliterait beaucoup plus. Oui, des fois, il y a des coups. Oui, des fois, tu te prends un coup de coude. Tant que c'est pas volontaire, tu peux aller voir la vidéo en vite fait. Tu vois vite si c'est volontaire. Dans le cas de Nadir Hiffi, ils ont pris 5 minutes à regarder. C'était pas volontaire. Dans le cas de Wenyen Gabriel, ils ont pris 2 minutes à regarder. C'était pas volontaire. Une fois, ils ont pris la bonne décision. Une fois, ils ont pas pris la bonne décision. Mais je veux dire, les arbitres, quand même, ça fait au moins 20 ans qu'ils sont dans le milieu du basket. Ils envoient des matchs. Nous, on joue au basket, on voit des matchs, on est joueur. Tu sais quand un mec il veut faire mal, quoi. Donc voilà, t'as une autre règle à changer ? J'en ai 2 autres. Les passages en force. Mais notamment... Ah oui, quand une fois qu'ils ont lâché la balle ? Exactement. Ah, ça me saoule. Moi, ça me rend ouf. Ah, ça me rend ouf. Chef, t'as lâché la balle, va faire ta rotation défensive. Arrête d'attendre que le mec, parce qu'il a lâché la balle, il redescende, il te rentre dedans. Oh là là. C'est ultra dangereux. Ah oui, ça me fait penser à une autre règle d'ailleurs. En plus, c'est ultra dangereux parce que du coup, t'arrives des fois en pleine vitesse, etc. T'es pas là. Le mec il tire, tu viens te mettre en dessous de lui, boum, anti-sportive. Mais chef, ça marche pas ça en fait. Ah, c'est même pas offensif. Offensif, mais ça c'est un autre, tu m'as fait penser à une autre. Tu vois, ça me dérange beaucoup, on le voit trop, c'est chiant, c'est dangereux, ça sert à rien. Bref, ça, cette règle-là, je la verrai. Et une règle que je mettrais aussi justement pour fluidifier encore plus le jeu et pour accélérer, c'est le fait de ne pas avoir besoin de toucher la balle en zone arrière. Exactement. Parce qu'ils font en championnat espagnol. Exactement. Est-ce qu'ils font en jeune en France. Exactement. Ouais. Et ça j'aime beaucoup parce que ça permet de fluidifier, d'aller plus vite et ça à l'équipe adverse aussi de défendre tout simplement. Donc, c'est vrai. Mais du coup, ça m'a fait penser pour tes histoires de passage en force. Il y a une règle aussi, et on a été plusieurs fois victime de ça en tant que joueur, c'est la continuité dans le tir. Tu te souviens des fois, et l'Asvel avait perdu un match face au Bayern l'année dernière sur ça, où genre, avant c'était passage en force, bah, le tir est annulé, tu vois, t'étais dans l'action de tir, le tir est annulé. Maintenant, il suffit que t'aies lâché la balle et qu'après tu fasses ton passage en force, le tir peut être accordé, et derrière, on va quand même donner des lancers francs parce qu'en fait la balle est en l'air. Pareil, tu tires à 3 points, le mec te retombe sous les pieds, si l'arbitre a pas envie de te donner 3 lancers, il dit que c'est après l'action de tir. Pareil, le tir à 3 points. Soi-disant, la nouvelle règle, c'est que si le mec te tombe sous les pieds, c'est antisportive. Combien on en a vu retomber sous les pieds, faute simple. Et en fait, c'est ça, c'est pas cohérent leur truc, tu vois. Donc, je suis d'accord avec les trucs de passage en force, mais déjà, la majorité des règles qu'on a édictées là, qu'on voudrait modifier, ça serait réglé par un souci de cohérence. Et donc, messieurs les arbitres, do better, ok ? C'est bon pour le débat ? Très bien, on passe sur les tops et les flops ? Oui. C'est parti pour les tops et les flops. Bon, cette semaine, il y avait du top, il y avait du flop. On va commencer par le top. Dis-moi tes tops, mon petit pote. Alors, bon, l'Olympiakos, on en a déjà parlé, ouais. Mais j'ai Chelsea. J'ai bien aimé sa semaine. J'ai vraiment bien aimé sa semaine. J'ai pas trop regardé, mais oui. Il fait 20 points, je crois, sur le deuxième match. Il fait 20 points au deuxième match. Premier, il fait 10. Il est plutôt très bon. Baskonia fait un partout. Ils vont beaucoup mieux. Ils se sont replacés un petit peu. Donc, non, ça fait du bien. Et franchement, ça me fait plaisir de le voir parce qu'il a été blessé. Ça a été plus difficile, etc. Donc, très bonne semaine pour lui. Bravo, monsieur Chelsea. Mon deuxième top, c'est l'Étoile Rouge. On en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais ils sont 5e. De rien.
Ils ont une raquette qui détruit. Bolombo et Petrousev, ils ont encore détruit cette semaine. Voilà. Ils sont à 8-2 sur les 10 derniers matchs. Et en plus de ça, ils ont un joueur qui, pas du tout celui-ci, mais je vais en parler un autre. Ils ont un joueur qui, moi, m'a beaucoup régalé sur cette semaine, encore une fois. Cody Miller-McIntyre, ça te parle? Je crois que t'allais dire Dejan Davidovic. Tu veux se battre ou quoi? Mais il est bien, il est bon, wesh. Il est bien, mais c'est... Vu la dégaine qu'il a, franchement, il est exceptionnel. Hein. Racisme mono. Pourquoi racisme mono? Ah, frère, il a une calvasse de ouf, il se tient penché, on dirait un mec qui sort du bureau, il a fait 8h-18h sur son ordinateur. C'est de la discrimination ça, monsieur. C'est pas de la discrimination. Tu vois Dejan Davidovic, à part le fait qu'il fasse 2-8, tu dis pas c'est un joueur de basket. Hein. Tu dis il est postier. Tu sais où je le vois Dejan Davidovic? Tu sais les vidéos avec Greg Oden là, où la vieille elle dit excusez-moi vous êtes pas un joueur de basket? Il dit ouais c'est ça. Moi je le vois comme ça. Bref. Mais c'était un très bon joueur. Bref, faisons parler de Cody Miller-McIntyre, voilà, merci. Tu nous saoules avec Cody Miller-McIntyre. Oui, mais je vous souviens encore, parce que franchement j'ai aimé sa semaine. Sur le deuxième match il est un peu moins bien face à Berlin, mais en même temps c'est Berlin, on s'en fiche. Toi ils ont gagné que le 6. Voilà, c'est Berlin, on s'en fiche. Mais j'ai aimé sa semaine même contre l'Asvel, donc c'est un joueur qui je vais donner des fleurs. Mon troisième top, tu veux le connaître? Oui. Nigel Williams-Goss, oui. Ça te parle? On va en parler. Tu veux en parler? On peut en parler maintenant. Il était trop fort. Il était trop fort, il était clutch, il a délivré, il a été le relais de Vezenkov, il a été le relais également de Fournier, mais même pas le relais, il était le second, j'ai envie de dire. C'est le troisième larron. Voire même le deuxième, parce que au niveau des stats, il est devant Evan Fournier. Je suis tout à fait d'accord, il a été trop fort, j'aime ce qu'il fait, il a un peu tout dans le magasin, notamment sur son poste de meneur, il défend. Plutôt pas mal. Il a le flotteur. Ok, merci. C'est ça dont je voulais parler. Si un jour on a l'opportunité, je sais pas, de l'interroger ou quelqu'un, il faut qu'il nous donne des techniques. Wesh, c'est trop le flotteur, comment il le maîtrise à la perfection. Et contre Paris, c'est lui qui met les tirs qui font mal. Quand Paris revient, il met un gros tir à 3 points, il met un flotteur derrière et il rate pas. Contre le Real, non, contre le Barça, c'est pareil, il met des flotteurs, mais il ne rate pas. C'est exceptionnel sa qualité de finition près du cercle. Et du coup, j'ai fait des flotteurs à l'échauffement hier. C'était pas mal, hein, mais c'est juste qu'en match, j'ai pas le réflexe de le faire. Quoi. Je suis d'accord avec toi sur Nigel Williams-Goss. T'as d'autres tops? Non. Très bien. Alors, moi, j'ai Evan Fournier, parce qu'il est pas dans mon 5, je te le dis d'avance. Donc voilà, Evan Fournier, il met encore 18 points, 20 et 18, je crois, ou 19 et 18 sur la semaine. Correct. Il met le game winner contre le Barça. Correct. On l'a vu quand Vezenkov, parce que Vezenkov, il a commencé très très fort, il a 17 points dans le premier quart, et il finit à 21 ou 23, je crois. Et donc Evan a un gros passage aussi dans le troisième quart-temps avec des tirs qui font mal, des tirs à mi-distance notamment. Il est capable aussi maintenant de trouver du drive. Défensivement, c'est plus du tout le poids qu'il était au début de saison. Il a retrouvé ses cadres. Donc voilà. Et un mec dont on a parlé plusieurs fois pendant cette émission, mais on n'a pas trop disséqué dessus, c'est Eric McCollum. Eric McCollum, sur la semaine encore, il met 19 points, 18 points aussi sur l'autre match, il est exceptionnel, il rentre contre le Real, Fener Real, le début de match, c'était dramatique. Pendant 3 minutes 40, personne n'a marqué. 0-0. Il rentre, il met 2 paniers à 3 points, un pull-up. Il est létal. Il a vraiment des très très bons pourcentages. Et en même temps, il n'a pas besoin de dribbler 25 fois sur place. C'est attraper, jouer. Il prend des tirs difficiles. Il est très adroit au lancer franc. Exceptionnel. Eric McCollum, franchement. Très grosse recrue, un peu passée sous les radars, mais qui fait énormément de bien, on l'a déjà dit, et je voulais quand même le souligner parce qu'il fait encore une très très bonne semaine. Et avec Nigel Davis, c'est le meilleur joueur du Fenerbahçe sur cette semaine et depuis plusieurs semaines. C'est bon pour mes tops. On passe sur les flops. Ouais, alors, j'ai le Maccabi. Je voulais les mettre, mais. Non, bon. je les aime, mais pas parce qu'ils perdent, c'est pas ça le problème, c'est la manière. Je retrouve plus la langue qu'ils avaient sur le début de saison, mais en même temps, il leur manque leur meilleur joueur, donc c'est normal aussi. Quand ton argent n'est pas là, tu ne peux pas gagner le match. Comment? Sabenli? Jordan Lloyd? Non. Benjamin Netanyahu? Ouais, c'est putain, j'aurais vu ce genre-là sur le banc. Hein. Ouais. Mais du coup, non. On va se faire continuer, la vidéo va être. Non, non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, le chef. Je crois que ça sonne, on m'appelle. Qu'ils allaient le chercher parce qu'il est passé au-dessus de la France, ça a fait comme ça. Pour les États-Unis, ça a fait comme ça. Qu'ils commencent même pas à nous faire des. Même aux États-Unis, ça fait comme ça. Ça fait comme ça, ils commencent pas à nous faire des discours bizarres. Ça dit oui, mandat international, il est passé au-dessus de la France. Je t'ai engagé, hein. Ah là là, t'as progressé, hein. On m'a engagé depuis. Je suis d'accord. Ouais, bref, c'est pas le sujet. Mais un peu quand même. Jalen Horde n'est pas là depuis quelques semaines suite à une blessure. Et du coup, ça se voit. Je trouve que le Maccabi, ils ont moins d'allant. On les doit mettre dans le jeu, même si Oliver Randolph me régale toujours. Tamir Blatt a retrouvé un peu d'adresse. Ouais, mais
Il est quand même bien loin de ses standards Il de a début de retrouvé un saison. peu d'adresse, mais il est très très loin de ce qu'il faisait. Donc le Maccabi quand même. Mais il y a le retour de Razel Rivero qui lui fait du bien pour le coup. Bien, Mais c'est bon, clair. Mais vous êtes c'est trop léger. J'ai en deuxième flop, j'ai l'arbitrage de Paris et non coup de sifflet sur Nadir Rifi et aussi sur TJ Short. Moi ça me saoule parce qu'en fait c'est des choses qui t'arrêtent en tant que joueur. Toi il y a des contacts, c'est normal, le basket est un sport de contact. Tous ceux qui disent il n'y a pas de contact, c'est que vous n'avez jamais joué au basket. Néanmoins, quand tu défends comme ça, exactement, avec le mec qui drive, ça y est, au bout c'est d'un faute. moment, il faut siffler. Et de l'autre côté, tu vois, Vezenkov, il les a ces coups de sifflet là, c'est des choses qu'on voit. Ah mais tu sais pourquoi? Et franchement, Nadir Rifi est quand même un joueur qui exagère les contacts, mais là en l'occurrence sur les contacts en question, bah il les a pas exagérés et c'est pour ça à mon avis aussi qu'il a pas les coups de sifflet. Parce que Vezenkov, T'es dur. bah tu le vois pas se jeter en arrière, t'en as Kendrick Nunn, Wade Baldwin, ces joueurs-là, tu les touches à peine. Regarde Kendrick Nunn, la dernière faute qu'il a sur le match contre le Fener. Il se laisse tomber, hein. Il exagère le contact, hein. C'est pas ça qui le fait tomber, hein. Il y a faute. D'accord, mais comme il y a faute là sur le truc. Mais s'il se laisse pas tomber, il a pas la faute. Et Kostas Loukas qui est toujours en train d'exagérer. Enfin, tu vois, c'est aussi ça. Et on l'a vu en direct, sur les situations dont tu parles, dont je pense qu'on voit les mêmes, Nadir continue à jouer, tu vois. Et j'ai pas envie de dire ça parce que c'est vraiment pas ma vision du basket, mais c'est limite, il faut flopper pour avoir les fautes. Non, mais justement, non, moi je veux pas dire ça. Mais dans ce cas-là, il faut pas qu'ils récompensent les floppings. Déjà, Soit tu siffles pas. C'est ça, mais il faut surtout que l'arbitre se mette à jour et ouvre leurs yeux à un moment. Vous êtes 3 sur le terrain, sur les 3, il n'y en a pas un qui peut donner un bon call. Ça y est, au bout d'un moment. Merci. Surtout quand c'est la meuf là qui arbitre. Et c'est pas parce que c'est une meuf qu'on la critique. Anne Panther. Elle T'as arbitré hier? Elle s'appelle Anne Panther. Ah d'accord. Mais c'est pas parce que c'est une meuf, c'est parce qu'elle est nulle tout simplement. Elle est vraiment à chaque fois. Elle a fait un bon call, c'était Milan Carnas, je crois. Wow. Elle a fait un bon call, j'ai dit, Wow. mais maintenant j'en attends qu'elle fasse des bons calls, quoi. Super. Et mon dernier flop, c'est Thiago Splitter. Ah oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Je voulais en parler là exprès, Thiago Splitter, notamment dans les rotations et dans le plan de jeu qui a été mis en place, notamment face à Olympiakos. À un moment, ils se sont un run. Paris revient, ils sont bien. Et il a sorti TJ Short. Il a sorti Ward. Il a sorti qui d'autre encore? Kevarius Ace. Ouais, je crois. Il a sorti quasiment tout le monde. Mais alors qu'ils sont en train de revenir à -7 ou à -8. C'est pas moins 7, moins 8, ils se reviennent à -4. -4, c'est En fait, il y a C'est -4 même, c'est vrai. il y a la faute sur TJ Short Oui. où il se fait un peu mal au poignet. Oui. C'est ça. pas une grosse faute, mais la chute est spectaculaire. Il met les deux lancers. Derrière, il fait tomber Papa Nicolas, il va finir au layup. L'action d'après, il redrive, ça vient aider. Alley-oop pour Kevarius Ace. Paris est à -3 ou -4. Changement. Au moins 6, je sais plus, mais bref. Ils sont très proches, c'est vrai qu'ils sont le plus proches. Il reste genre 6 minutes dans le match. Changement. Tu le sors, tu remets Nadir Rifi Maudolo et tu sors Kevarius. Incompréhensible. Et je comprends que oui, il faut que ça bouge, etc. Au bout d'un moment, t'as le droit de coacher. Oui, on l'a dit à exactement. Barzokas et tout. Tu fais ça en première mi-temps, vas-y, soit que tu fasses tourner tes rotations, peu importe, les mecs se reposent. Là, t'es sur un momentum, Oui. c'est l'Olympiakos en face, t'es à domicile, t'as besoin de cette victoire. Chef, c'est pas grave si Maudolo il finit les 6 dernières minutes sur le banc, et si tu fais pas de changement pendant les 6 dernières minutes, t'inquiète pas, au pire t'as des temps morts pour faire souffler tes joueurs, t'as le droit aussi. Enfin bref, c'est un jeune coach, etc. Mais là c'est vrai que sur ce match-là, ça a fait du mal à Paris. Il a coupé la dynamique. Donc voilà, moi, mes flops. Ok, moi j'ai des flops, on va pas s'étaler dessus parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est le Real et le Barça, je suis désolé. Aujourd'hui, le Real est 13ème, c'est indigne. Le Barça est 9ème à 14-12, soi-disant ils allaient remonter. Vous allez voir qu'ils vont sortir du play-in, ça va vous faire tout drôle. Et en plus, il y a Real-Barça la semaine prochaine. Donc si le Real le prend avec un bon goal average, je sais pas s'ils avaient gagné à... Mon gars, je me disais tout. Mon gars, Facundo Campazzo. Là, c'est joué, on commence à repousser, donc là, ça va aller. Kevin Gunter. Crois-moi que là, les preuves. Dan Moussa. Kevin Gunter. Regarde bien Kevin Gunter. Ok. Je me disais tout. Rendez-vous la semaine prochaine. Enfin, non, rendez-vous après la trêve. 3-18. Voilà pour être un peu les flops. Ouais. On passe sur le 5 de la semaine. Let's go. Allez, c'est parti. Tout ça de la semaine. Cette semaine, double journée. Oui. Donc, Oui. c'est les joueurs qui ont performé Facile. sur les deux matchs. J'espère que t'as pas pris que des mecs qui ont gagné les deux matchs. J'ai pris mec qui a gagné 2 matchs. Ça y est, parce que sinon j'aurais mis Sylvain Francisco, etc. J'aurais pu en parler, qui a fait encore une. Moi, j'ai pas mis Sylvain Francisco, mais Voilà, mais il a fait encore un. il fait encore un Il est très pas bon mal en boulot. ce moment. On aurait pu le mettre dans les tops. Non, Il est pas mal en ce moment. Il y est pas. J'y ai pensé. Mais non, j'ai pris que des mecs qui ont gagné. Et là, c'est simple. Vas-y, dis-moi, c'est qui est ton meneur? Je te délivre. Kendrick Nunn, tu connais? Ouais, je connais. C'est bon, j'en ai parlé, on en a déjà parlé. Je croyais que c'était un poste 2. Non, c'est un poste 1 pour moi. Kendrick Nunn, ouais, donc je suis d'accord. Nigel William Goss. Ça te parle?
Ouais, mais je l'ai pas mis. Bah, ça, c'est mon problème, moi je l'ai mis. Najee Williams Goss, Sterling Brown. Oui, logique. Logique. Sacha Zengoff. Logique. Derrick Jones. Non, je l'ai pas mis. Oh là là. Mon gars, t'es fou quoi. Mais en fait, le truc, c'est que là, t'as 2 joueurs de l'Olympiakos, 2 joueurs du Partizan. Oui, et donc. Et sur la semaine, Oui. J'aurais pu mettre Lucic, etc. il y a même, je vais aller voir Lucic aussi, mais tu vois, sur les équipes qui ont gagné 2-0, en fait, t'as des mecs qui ont fait des telles performances. Tu vois, je fais mon 5 de la semaine, indépendamment des victoires et des défaites, même si j'ai mis personne qui a 0-2, tu vois. Et t'as mis des gens qui sont à 1-1. Ouais, j'ai mis des gens qui Ça sont. marche pas. Ça marche. La semaine dernière, t'as mis. Oui, pour c'est pas je fais l'exception, Voilà. mais je reviens à mes traditions, à mes valeurs. Parce que je suis un homme de valeurs. Toi, je suis pas un homme de valeurs. Ok. Regarde. Allez, donne ton 5 là. Alors, Kendrick Nunn, je suis d'accord avec toi. Je donne les stats, j'ai mis les stats en même temps sur la semaine. 26,5 points, 4,5 passes, 26 dévals de moyenne sur la semaine. Correct. À la main, Kobe. TJ Short. TJ Short. Il a perdu. Ouais, il a perdu un match, mais il fait quand même 15,5 points de moyenne, 7,5 passes, 4 rebonds, 29,5 dévals sur la semaine. C'est monstrueux. C'est monstrueux. La seule stat qui compte, c'est la victoire. Ah, dans ce cas-là, mais Roberto Ribes. mais Patrick McCaw. Sterling Brown, on est d'accord, 2 victoires, 19 points, 3,5 passes, 19,5 dévals. Vezenkov, 23,5 points, 5,5 rebonds, 30 dévals de moyenne sur la semaine. Et moi, au poste 5, j'ai mis Zach Ledé, parce qu'il fait 21,5 points, 3,5 rebonds, 27 dévals de moyenne, notamment sur le deuxième match, il fait 37 dévals, je crois. Et voilà, il est monstrueux. Donc voilà, c'est un 5 plutôt correct. J'ai un meneur, TJ Short, j'ai un petit poste 2, Kendrick Nunn, j'ai un poste 3, Sterling Brown, j'ai Vezenkov, j'ai Zach Ledé, c'est carré, ça gagne des matchs. C'est un bon 5, ça gagne des matchs. Sauf qu'il y en a qui ont perdu. Et du coup, la seule stat qui compte, comme dit Jacques Monclar, c'est la victoire. Moi, je suis désolé, tu récompenses les gens qui ont perdu, alors qu'il y en a qui ont gagné, on les récompense pas. Est-ce que toi t'as gagné? On me récompense pas. Moi j'ai gagné? Oui, Et nous, ma récompense. On te récompense. Waouh, 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 waouh. On couperait la caméra. On n'est pas dans ça, donc calme-toi, on te tabasse ici, là, devant les caméras. Waouh, homophobie, mec? Hein? Homophobie? Non, homophobie, juste te casser la gueule, c'est tout. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que j'ai envie. Ah, d'accord. Violence gratuite. Les anti. Waouh. Allez, vas-y, coupe. Vas-y. Bref, c'est la fin de la vidéo. Rends l'émission. Voilà, c'est en train de. Hein, rends l'antenne. Hein. Rends l'argent, François Fillon, on pense à toi. Nicolas Sarkozy aussi. Oui, bah, il a son bracelet. Attends, la dingue. Parce que ça, il court, etc. Et tout, Non, bah, ça, c'est comme Balkany. Mais tu sais, il a son bracelet et en gros, il a le droit de sortir, genre, entre 9h et 18h à tel jour. Et tu sais, c'est pourquoi? C'est pour l'autre procès. En fait, il a le droit de sortir les heures où il y a son procès, où il est inculpé. Donc, c'est bien. Bravo, le LR. Bref. C'est la fin de cette émission. Merci pour tous ceux qui ont regardé, toutes celles qui ont regardé. Là, la semaine prochaine, il n'y aura pas, parce que là, ça va être la préparation des fenêtres. Donc, on se verra, je pense, dans 2 semaines. Peut-être qu'on fera un truc après les fenêtres. En attendant, n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de nous dire en commentaire, de débattre avec nous. Voilà, est-ce que vous pensez que Kendrick Nunn, non, c'était de la merde, mais sur les débats sur les règles, sur le 5 de la semaine, est-ce qu'il faut récompenser des joueurs qui perdent? Est-ce que Théo Malédon. Tu seras seul ou Nadjerifi. Ouais, mais ça, on en parlera, je pense, plus longuement dans une prochaine émission, peut-être pendant la trêve, justement, puisqu'il y aura pas grand-chose à dire sur les matchs. Voilà. Pas la semaine prochaine, mais à bientôt. Bye, Max.